bon, ça enregistre. Attends, laisse-le couper son mazar peut-être. Vous m'entendez couper ma burrata? Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, votre podcast servi frais tous les mois par l'équipe CloneWeb que je retrouve autour de cette table ce soir. Salut. Salut. Alexandre, Jean-Victor. Et on a le plaisir ce soir tout à fait, d'accueillir Stéphane Dreyfus. Bonsoir. Spécialiste S animation, journaliste, blogueur, et tu écris notamment pour La Croix. Exactement. Et tu as été ramené dans les valises de Marc et Alexandre du Festival d'Annecy, on va en parler. Oui, c'était pas Très, très très confortable d'ailleurs. J'espère que le voyage s'est bien passé quand même. C'est pas très sympa comme méthode. Et on va aborder, on vous rappelle que le podcast est sous le label Bonus Track, que vous pouvez retrouver comme nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, etc., à commenter chaque épisode, c'est un grand plaisir de vous répondre. On va donner le sommaire de cet épisode du mois de juillet 2021. On va revenir sur le Festival d'Annecy, qui fêtait avec un peu de décalage ses 60 ans. On parlera de la sortie de Luca, qui est sorti sur Disney+, directement malheureusement, et qui était présenté en avant-première au festival. On va parler aussi de 20 000 lieues sous les mers, la version de 1916 que Marc nous a ramené, qui sort bientôt en Blu-ray. Stéphane nous parlera de Jour de sable, qui est une bande dessinée. On reviendra sur Sans un bruit 2, la suite du méga hit film qui devait sortir également. Là, on pourra le faire en ASMR. Non, arrête Alex. Bonjour. On ne pourra pas faire sans ASMR. Aujourd'hui, on va parler de Sans un bruit 2. Restez avec nous, ça va pas durer longtemps. On parlera également d'un documentaire assez étrange également, Three Identical Strangers sur Netflix. Et on finira en musique, et pour une fois c'est moi qui vais en parler, avec Delta Cream, le nouvel épisode, n'importe quoi, le nouvel album des Black Keys. Je suis fatigué, mais tout va bien, et je cède la parole à Marc. Ouais, on voulait parler de l'édition 2021 du Festival d'Annecy et de ses 60 ans, déjà parce que, comme vous l'avez peut-être entendu dans le numéro précédent, on voulait recentrer un petit peu ce podcast autour d'un sujet un peu densifié. Et le doublé Annecy plus la sortie de Lucas sur la plateforme Disney+, c'était l'occasion. C'était aussi l'occasion d'inviter un des meilleurs journalistes spécialisés en animation de France, Stéphane, que j'ai le plaisir de croiser chaque année à Annecy, alors qu'on est parisien, on se voit jamais à Paris. Donc on a corrigé cette erreur pour aborder un peu voilà le festival où on a passé une semaine qui s'est déroulée il y a quelques jours au bord du lac à Annecy. C'était le deuxième. Tout le monde se bat un peu le titre du premier événement cinématographique de l'année. En réalité, les deux premiers, c'était Annecy et Cabourg. Désolé pour Cannes, qui aurait bien aimé être en tête de liste. Les organisateurs ont eu la bonne idée de maintenir ce festival en présentiel, alors que tout était un peu incertain, donc tout était un peu installé à la dernière minute. Il y a eu moins de monde. Mais nous, on était très très contents, je crois, de retourner. Alors, pour donner un peu des chiffres aux gens, pour donner un peu une idée du volume de gens, il y a habituellement 12 000 à peu près accrédités. Là, le festival a communiqué sur un chiffre de 8 500, sachant que la moitié est en ligne. Donc, ça fait 4 000 accrédités grand max au meilleur du festival sur place. Donc, pour les gens qui ont l'habitude d'aller, d'habitude la ville grouille de festivaliers, il y a des gens partout, ça parle anglais pendant toute la semaine et on croise des célébrités à tous les coins de rue. Et là, cette année, c'était un peu plus léger, mais on était quand même content d'y retourner. Toi, du coup, Stéphane, comment tu as vécu cette édition? Alors moi j'ai trouvé ça étrange, comme tu l'as dit, il y avait 4000 accrédités. J'ai un peu farfouillé dans les archives du festival. Ils ont sur leur site un historique qui est très détaillé et en fait c'est le niveau d'accréditation qui était celui de 1997. Donc c'est une autre époque. C'est carrément un bond en arrière pour le festival, même si effectivement il y en avait autant. Il y avait autant de festivaliers en ligne, enfin d'accrédités, puisque parmi les accrédités, il y a beaucoup de professionnels au marché. Et c'était donc 3 fois moins qu'en 2019, donc le dernier festival avant le Covid. Donc j'ai trouvé ça très étrange parce qu'on avait, c'était un peu inespéré. On avait l'impression de vivre dans une dimension parallèle
dans laquelle le festival d'Annecy se déroulait, alors que dans la vraie vie, on était encore confinés devant nos écrans. Donc j'ai trouvé ça quand même très heureux. Et puis il faut saluer la ténacité et la persévérance des organisateurs quand même qui ont tenu bon et qui ont cru jusqu'au bout pour cette édition. Moi je l'ai vécu comme quelque chose d'inespéré, et c'était quand même assez étrange quand même, parce que les premières séances, on voyait qu'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas l'ambiance habituelle d'Annecy, presque pas d'avion en papier qui volait dans la salle, presque pas de lapins hurlés à chaque apparition d'un rongeur à poil doux, donc c'était quand même un peu surprenant, et puis rapidement le naturel est revenu au galop, et donc c'était quand même assez rassurant de voir que même avec une jauge à 65%, le festival revivait de ses cendres, et donc voilà, moi j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à revoir les gens aussi, et je sentais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus aussi pour rattraper le temps perdu, peut-être plus en terrasse qu'en salle. Voilà, donc je pense que c'est une année de transition, avant, on l'espère, un retour à la quasi normale l'an prochain. Ouais, surtout qu'il faut rappeler que Annecy, donc moi je l'ai découvert il y a 2 ans, mais c'est un peu le festival convivial par excellence, quoi. Tu parlais des avions, des lapins, etc. Il y a quelques festivals ont des gimmicks comme ça, mais d'une part Annecy c'est un festival très étudiant. Il y a beaucoup d'écoles, je ne parle pas que des Gobelins, mais il y a beaucoup d'écoles qui viennent sur place découvrir des films, etc. Et moi j'ai découvert un festival hyper plaisant à vivre en fait, parce qu'il y a des rendez-vous plus enfin, il y a une grosse partie professionnelle sur Annecy, mais il y a des festivals comme Cannes où c'est pas toujours hyper plaisant, on court entre 2 rendez-vous. Etc., etc. Annecy, on est au bord du lac, on se fait plaisir, on voit des films d'animation, c'est assez cool, quoi. Est-ce que ça s'est senti justement la transition sur le programme? Est-ce que c'était, j'imagine, un peu allégé par rapport aux années précédentes et au volume de films et de présentations qu'il y a? Alors, je crois qu'ils ont essayé de tu m'arrêtes si je me trompe, je crois qu'ils ont plus ou moins essayé de maintenir le volume de présentation, au moins en tout cas en nombre de films présentés, courts-métrages et compagnie, mais c'était un festival hybride. Donc, en réalité, quasiment les seules choses qu'il y avait à voir sur place, c'était les longs-métrages et les séances de working progress, donc les making-of de films qui ne sont pas encore terminés, donc qui sont en cours de production. Et beaucoup de choses étaient en ligne, en fait. Alors, effectivement, il y avait beaucoup de choses en ligne. En termes de quantité, il y avait une profusion. C'était quand même assez impressionnant, c'est assez pléthorique. Oui, parce que j'imagine qu'il y avait plein de studios qui avaient des films dans les cartons depuis un moment et qui voulaient les diffuser enfin ou les présenter enfin. Voilà, alors c'est pas tellement ça, c'est plus qu'ils ont fait le choix cette année d'avoir un nombre de longs métrages en compétition officielle record. Ils étaient à 12. Alors il y a eu des petits loupés, je pense qu'ils sont un peu enflammés. Marcel Jean s'est peut-être un tout petit peu enflammé sur cette histoire, parce qu'il y a eu un loupé. Moi il se trouve que j'ai assisté à la projection d'un film chinois qui n'était pas fini. Qui s'appelle The Lion Dance Boy, un truc comme ça, et qui a été envoyé pas fini par la production hongkongaise. Donc ça a donné lieu à un quart d'heure très étrange. Alors comme tu le disais, comme le festival est très potache, les gens se marraient dans la salle. Parce que effectivement, comme c'était de la 3D, les pieds passaient à travers le sol, des personnages à poil mais sans sexe. Enfin bon, il y avait des trucs complètement délirants. Le son n'était pas étalonné. Enfin et puis ils ont fini par arrêter la projection. Mais on sent qu'ils ont voulu un peu aussi effectivement rattraper le temps perdu. Alors, bon, ils n'ont pas eu tous les films, je pense, qu'ils auraient voulu. Il y avait notamment le Sommet des Dieux, le film français produit par Folie Brunner, Didier Brunner, père et fils, enfin Brunner, père et fils. Qui sera, d'après ce que j'ai compris, à Cannes. Oui, c'est comme le journal d'Anne Frank de Harry voilà, Frankman, qui exactement. Est à Cannes, et du coup, j'imagine qu'il y passe à côté. Et donc voilà, donc il y avait quand même une profusion. Tu pouvais passer autant de temps devant ton ordinateur qu'en salle finalement.
Moi, j'ai passé beaucoup de temps en salle parce que j'y étais pour ça, mais il m'est arrivé de m'arrêter pour écrire des articles et de regarder en même temps des sessions de work in progress, de présentation donc de coulisses de fabrication d'un film. Ok. Oui, parce qu'en fait, le fait que l'édition était hybride et qu'il y avait du contenu en ligne, ça a permis à des studios de fournir aussi du contenu qui n'aurait pas forcément été présenté à Annecy, notamment dans tout ce qui est making-of, présentation, annonce de studio et compagnie. Les Américains, ça leur coûte rien de tourner une petite vidéo, de la fournir au festival et de la mettre en ligne. Et du coup, on s'est retrouvé avec des trucs qu'on n'aurait pas forcément vus. Et on s'est retrouvé avec plus de work in progress que d'habitude et avec des choses un peu inhabituelles. Il y a eu une présentation sur... Moi, je ne l'ai pas vu, mais il y a une présentation sur Space Jam 2, par exemple. Donc, t'as pas été voir ça, Marc. Space Jam 2, elle était visible en ligne, mais... L'événement dernier, en fait, moi, comme Stéphane, j'ai passé mon temps en salle, en fait, parce qu'on était sur place. Et en étant sur place, on n'avait pas trop envie de regarder des work in progress sur Internet. Et quand tu le faisais, c'était un peu triste, quoi. Tu étais devant ton ordi dans un coin, dans ta chambre d'hôtel ou dans une salle presse, à regarder des mecs qui parlent sur une vidéo enregistrée, alors que tu pourrais interagir avec les participants. Donc c'était un peu spécial, mais ouais, moi, je trouve que c'est une édition qui... effectivement, comme tu disais, qui a eu à fond le mérite d'exister, et bravo aux équipes de Michael Marin, parce qu'il fallait le faire. Je sais qu'ils ont eu vraiment des trucs qui ont été organisés à la toute dernière seconde, qui ont été calés à l'arrache comme c'était pas possible, et ils l'ont fait, et tout le monde était content de se voir. C'est ça qui faisait plaisir aussi. C'est que moi, je sais pas combien de fois tu es allé à ce festival. Ça fait combien d'années que tu vas? Plus que moi, donc une 10-12 ans. Moi, je vivais depuis 2008. Ouais, donc ça fait 13-12 ans, donc plus l'année dernière en ligne. Moi, c'était ma 9e édition, donc j'ai mes petites habitudes au festival. Et avec Alexandre, à titre perso, du coup, les auditeurs s'en fichent peut-être un peu, mais dans tout ce bazar qui a été le Covid, les mesures et compagnie, le festival d'Annecy, c'était notre lumière au bout du tunnel, quoi. C'était, si on arrive à aller à Annecy et à voir des films dans une salle, ça veut dire qu'on sort de la pandémie et que le monde reprend, quoi. Et du coup, surtout que pour les gens qui nous écoutent et qui vous connaissent pas très bien, c'est vos vacances à tous les deux. Oui, on va faire du pédalo. Par une semaine, on va passer à la partie pédalo du podcast. On voit des photos passer sur les réseaux sociaux qui ne sont pas très professionnelles, mais bon. On va toujours un jour ou deux avant le début du festival pour pouvoir profiter un peu de la ville et voilà. Du lac. Mais on a bien profité cette année. Oui, c'est vrai. Très bien accueilli par le festival aussi. Sur place, ils avaient quand même fait les choses bien, et moi, j'ai pas le sentiment d'avoir. C'est vrai que c'était il y avait un peu moins de monde, mais du coup, c'était quand même assez cool d'y aller physiquement. Mais toi, Stéphane, du coup, parce que nous, avec Marc, c'est vrai Marc fait un peu plus de work in progress, donc ses présentations de films. Moi, j'essaye de voir toute la compétition de long métrage. Toi, tu vois d'autres choses en plus. Alors moi, j'essaye de voir, j'essaye de couvrir pour mon journal toute la compétition long métrage et court métrage, parce que il faut que je puisse parler des films qui vont être primés. Parce que c'est les films dont on va le plus parler. Donc les courts-métrages, j'essaye de voir presque toute la compétition officielle. J'essaye de voir aussi la compétition qui s'appelle Off Limits, donc des courts-métrages très expérimentaux. J'essaye aussi de voir le court-métrage jeune public, parce qu'il y a des petites merveilles. Cette année, il y en avait pas mal. Et j'essaye aussi de jeter un œil aux films de télévision. Et là, cette année, la compétition était quand même à un niveau, et je trouve que les années passant, alors c'est cyclique, hein, l'animation, il y a des moments où c'est mieux qu'à d'autres, c'est plus riche, mais là, cette année, c'était quand même à un très haut niveau, quoi. Il y avait quand même un épisode de série de Yuasa qui est diffusé sur Netflix, il y avait Vanille, qui a été diffusé sur un spécial qui a été diffusé sur France Télévisions. Il y avait Maman pleut des cordes, autre spécial diffusé sur Canal+. Donc il y avait vraiment de quoi faire, quoi. Et pour les festivaliers qui soient sur place, donc qui pouvaient voir tout, y compris les longs métrages et les films de télévision, que ne pouvaient pas voir les festivaliers en ligne. Mais les festivaliers en ligne avaient aussi largement de quoi faire. Moi j'avoue que l'an dernier, j'ai vu très peu de longs métrages. Parce que je trouvais pas le temps dans la journée pour m'installer 1h30 devant un film, alors que j'avais le temps de regarder 4-5 courts-métrages entre deux
entre deux articles. Ouais, c'est une des forces de ce festival, et moi c'est aussi pour ça que j'aime vachement y aller, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait. La majorité des festivals, c'est du long, et tu enchaînes les longs les uns après des autres. Là, tu peux voir du court, tu peux voir de la télé, tu peux voir des conférences. Depuis quelques années, ils donnent une grande place au collectif Women in Animation qui fait qui travaille sur la place de la femme dans l'animation et qui fait beaucoup de choses sur le festival. Il y a le marché, normalement, les années habituelles, où on peut aller rencontrer des gens. Sur les années normales, il y a moyen de faire beaucoup de rencontres. Et ça, moi, j'aime vachement dans Annecy, c'est que finalement, tu peux faire plein de trucs. Et j'ai toujours comme exemple le fait que il y a des gens qu'on sait qui sont au festival et on ne les voit jamais. Toi et moi, Stéphane, on s'est croisés 2 fois sur toute une semaine parce qu'en fait, il y a tellement de choses variées à faire qu'on a tous des programmes qui sont différents et finalement, on finit par pas se croiser, quoi. Mais du coup, je trouve ça vachement qualitatif pour le festival. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup à proposer. Oui, chacun fait son festival à sa sauce et effectivement l'offre est tellement pléthorique que tu peux... moi en général quand je vais à Annecy, franchement je cavale d'un endroit à l'autre. En général je vais au marché du film, j'essaye d'assister à des conférences, je vais en salle, c'est devenu assez sportif quoi, alors que cette année c'était quand même beaucoup plus cool. Oui, t'avais pas trop de doutes pour savoir si tu pouvais rentrer dans la salle, il n'y avait pas une foule monstrueuse devant et ce genre de choses, quoi. Au départ, on avait des doutes, mais là, très franchement, oui, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Bon, ceci dit, les séances de work in progress, donc encore une fois, les coulisses de fabrication d'un long métrage ou d'une série, c'est des choses qui sont prises d'assaut à Annecy habituellement, parce que normalement, il y a une billetterie en ligne sur Annecy, et c'est vraiment le truc auquel il faut avoir une bonne dextérité de pouce pour cliquer au bon moment. Ouais, parce que c'est quand s'ouvrent les réservations. C'est beaucoup des étudiants qui vont et eux ils ont la foi d'aller. C'est le matin en général, c'est les premières séances à 9h. Et les étudiants, ils ont la foi d'arriver à 7h du mat et de faire 2 heures la queue devant une toute petite salle pour être sûr de rentrer et de pouvoir poser une question à un réalisateur, tu vois. Et effectivement, je sais qu'il y a notamment la séance de Princesse Dragon d'Ankama où ils ont dû rejeter du monde parce que finalement, il n'y avait pas la place, même en poussant au plus possible. Tout le monde n'est pas rentré parce qu'il y avait trop de demandes. Et du coup, sur cette édition de 2021, qu'est-ce qu'on retient ? Quels sont les films que vous avez... Alors, moi je retiens 2 films. Bon, je retiens tout ce qu'on a dit déjà, donc une édition quand même étrange mais inespérée. Et je retiens 2 films, je retiens 2 longs métrages, et peut-être aussi un court métrage quand même. Un court métrage très expérimental qu'on peut voir, je crois, encore en ligne sur le site de France 2 ou France 3, enfin sur le site de France TV, qui a été diffusé dans l'émission de court-métrage de France 3, qui s'appelle Malbec, qui est un film qui raconte comment une rescapée d'un attentat en Belgique, à Bruxelles, donc dans le quartier de Malbec, dans la station de métro Malbec, essaye de reconstituer la mémoire d'un attentat auquel elle a survécu, mais dont elle ne garde aucun souvenir. Et donc c'est une reconstitution presque pointilliste en fait de cet attentat, à la fois avec des souvenirs de témoins qui eux n'ont pas oublié, des pompiers, des gens qui l'ont aidée parce qu'elle était blessée, à surmonter, donc qui l'ont aidé à reconstituer en fait ses souvenirs. Et donc c'est un film qui interroge et donc elle reconstitue aussi ses souvenirs avec les images parce que c'est un événement qui a été très médiatisé. Donc c'est un film qui interroge aussi la façon dont la mémoire est modelée par à la fois les images et les souvenirs rapportés. C'est un film vraiment fascinant et très émouvant. Je retiens 2 autres longs métrages, un autre long métrage qui lui est très expérimental aussi, mais très intéressant et très beau, qui s'appelle Archipel, et j'en profite parce que je sais que le film va être projeté au Festival du film d'animation de Paris, qui s'appelle le Piaf, au studio des Ursulines. Alors je crois que c'est dimanche ou lundi prochain, il faut aller sur le site du Piaf, que vous trouverez avec votre moteur de recherche préféré. On mettra un lien, et pour les gens qui nous écoutent à la bourse, ça correspond à début juillet.
Voilà, voilà. Et donc c'est un film expérimental d'un réalisateur québécois qui s'appelle Félix Dufour-Laperrière et qui raconte en fait à travers le dialogue de deux personnages tout un pays qui est le Québec à travers des souvenirs, des images d'archives, des animations superbes, très colorées. C'est un film très intello et en même temps très sensoriel. Donc c'est pas très grave si on comprend pas tout, puisqu'il faut se laisser porter par les images. Voilà. Et le dernier film, parce que je veux pas être trop long, c'est La Traversée, qui lui aussi est un film très beau, qui est un film de Florence Mihail, qu'elle a mis plus de 10 ans à faire, qui est un film avec une technique très, très étonnante qu'on voit plus souvent dans le court-métrage, qui est de la peinture animée sur du verre, et qui raconte une histoire très personnelle, inspirée de l'histoire de ses propres grands-parents, qui ont fui les pogroms au début du XXe siècle et en Europe de l'Est, et qui raconte la traversée d'un continent imaginaire par deux enfants qui perdent leurs parents et qui essayent de les retrouver. Et donc c'est un film magnifique avec une mise en scène très élégante, très équilibrée, qui est pas dans le pathos et en même temps qui est très émouvant, et avec des images comme ça, des éclats de beauté, avec cette technique de peinture animée qui permet de faire des choses très belles. Et donc je crois que le film est également diffusé, également projeté, alors je ne sais pas quand le podcast va être en ligne, mais qui est également projeté au Forum des images incessamment sous peu. Je crois que c'est demain d'ailleurs, mercredi 30. Donc ce sera peut-être trop tard. Ce sera trop tard pour les gens qui vont nous écouter et qui nous écouteront. Voilà, mais le film sort le 1er juillet. Le film sort le 29 septembre, si tout va bien, voilà. En salle, et je vous encourage à aller le voir parce que c'est vraiment très beau. Et on en reparlera parce qu'il a eu la mention du jury au festival et c'était a priori mérité. Nous, Alexandre et moi, c'est le seul qu'on n'a pas vu. Oui. Et bravo les gars. Et sur place, à côté du meilleur, il a commencé à avoir une vibe autour de La Traversée. Et on a dit mais merde, on n'a plus de séance. Comme quand vous avez raté Promaré, vous passez toujours à côté des gros trucs. On a raté le truc qu'il fallait voir. Alexandre, toi, tu sais. Ouais. Moi, je retiens donc 3 films. Évidemment, il y a le Cristal, donc le gagnant, le Grand Prix, Flea, dont on parlera un petit peu après. Non, moi, il y a mon film préféré du festival, s'appelle Pupele of Chimney Town. C'est un film d'animation japonais qui a priori devrait sortir en décembre en France, et c'est en fait l'histoire d'un petit garçon qui a perdu son papa et qui habite dans une ville où il ne voit ni le ciel ni les côtes. C'est-à-dire qu'en fait la ville est recouverte d'une espèce de nuage de fumée, et il va faire la rencontre d'un espèce de monstre fait de poubelles, et ils vont se lier d'amitié, et leur but va être de découvrir ce qu'il y a derrière ces nuages de fumée, et en fait de montrer au peuple de cette petite ville que les étoiles existent. Et moi j'ai trouvé que c'était hyper inventif dans la mise en scène. Il y a un vrai mélange 2D 3D, et je trouvais le film très très émouvant. Ça m'a ému aux larmes, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et le deuxième, alors rien à voir, ça s'appelle Rosebud, pas Rosebud. Rosebud, c'est un film autrichien. Au début, j'avais pas trop envie d'aller le voir. J'étais un peu parti. L'aspect visuel me dérangeait. C'est pas vraiment très beau. Les images qu'on voyait étaient pas hyper belles. Et effectivement, le film n'est pas non plus d'une beauté criante. Mais en fait, l'histoire est absolument aussi barrée que chelou, que marrante. Et en fait, on suit un petit garçon qui est donc un sale gosse, qu'a priori Rosebud voudrait dire sale gosse en autrichien, qui est dans une ville donc autrichienne dans les années 60-70, où il y a encore des gens qui aimaient quand même bien le Troisième Reich. Ils disaient quand même que c'était sympa.
Et t'as pas voulu aller le voir direct. Non, mais je savais pas. Alexandre. C'était vraiment visuel. Et en fait, c'est un truc qui est complètement irrévérencieux et super drôle et absolument génial. Alors, je doute sincèrement que ça sorte en salle. Peut-être sur une plateforme en VOD à la Netflix ou quelque chose comme ça. Mais ouais, celui-là m'a bien fait marrer. Et moi, je vais vous parler d'un film japonais aussi, parce que, alors, chaque année au festival, il y a une espèce de tradition qui veut que je vois des trucs tout nuls et qui me donne limite envie de sortir de la salle. Et cette année, en fait, la sélection a été quand même. Il n'y a pas de trucs qui m'ont méga transcendé de la mort, mais en même temps, j'ai trouvé que tout était très honnête et j'ai vu des choses très sympas. Et moi, dans le dernier jour, on a découvert en séance spéciale un film japonais qui s'appelle Gyoko no Nikuko-chan, si je dis pas de bêtises, qui est le nouveau film de Ayumu Watanabe, qui avait réalisé Les Enfants de la Mer. Le film n'a pas encore de date de sortie en France et je crois qu'il a été présenté à Annecy dans le but de se trouver un distributeur. Et c'est un film qui m'a fait hurler de rire. J'ai trouvé les personnages assez fantastiques. J'imagine la séance et Marc au milieu de la salle qui hurle. Je confirme. D'une jeune fille et de sa mère qui vivent dans un bateau dans un petit village du Japon, et la mère travaille dans un restaurant en forme qui propose de la viande à griller. Il y a vachement de nourriture dans le film à la Miyazaki tout le temps. Ça donne très faim. Et dans la salle, il y avait un espèce on l'a vu en fin de journée en plus, il y avait un espèce de bruissement dans la salle de non mais on a tous faim, sortez-nous de là, on va laisser nous aller manger des sushis quoi. C'est souvent le cas, moi je l'ai pas vu, mais c'est souvent le cas dans les films japonais. Il y a toujours une scène, il y a toujours un moment où ils se mettent à. Là, il y a vraiment beaucoup à manger des trucs pas possibles et on n'a qu'une envie, c'est de. Le matin aussi. Et c'est la relation entre une mère et une fille, sauf que en fait la mère est un personnage haut en couleur. Que la fille compare très régulièrement à Totoro. Il y a beaucoup de références à Miyazaki dans le long métrage, et effectivement elle est vraiment très très drôle, et il y a une espèce de mélange entre du drama mignon à la japonaise comme on a l'habitude de le voir là-bas, un petit peu à la José le tigre et le poisson, c'est mignon et gentil, et en même temps il y a ce personnage truculent qui surgit de temps en temps dans l'histoire avec beaucoup d'humour. Et je me suis vraiment laissé emporter, et j'espère que ça va convaincre les distributeurs de l'embarquer. C'est spécial, hein, c'est très japonais, c'est très référencé, c'est complètement dans la culture japonaise. C'est un peu limite par moment quand même. Il y a des moments où l'humour est un petit peu limite, oui, j'avoue qu'on était... pour la bouffe. Mais non, moi j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le film. Je me suis bidonné devant les textes du personnage, les dialogues et la manière dont c'est amené. Il y aura marqué ça sur la fiche bidonnant Clone Web. La comparaison à Totoro aussi était vraiment très bien faite à plusieurs moments. Donc franchement, je me suis laissé porter par ce truc-là, et j'espère que ça cartonnera. Et vu que moi j'ai passé 48 heures au festival, je peux dire que tu as vu quelque chose. J'ai vu un film, donc et c'était c'est un peu mon choix du festival. Non mais justement José le tigre et le poisson qui est sorti en salle, qui est disponible chez Eurozoom. Qui du coup moi j'ai trouvé assez beau, même s'il est perfectible. Je trouvais que la question du handicap était assez rarement évoquée déjà dans le cinéma au global, mais en plus dans le cinéma d'animation. Et que voilà, il y a des moments où j'ai un peu décroché du film, mais je trouvais la trame de fond assez séduisante. Et après, c'est un film japonais assez classique avec sa patte graphique à la japonaise, mais c'était une belle ouverture, et ce sont nos amis d'Eurozoom. C'est Eurozoom qui l'a sorti, ouais. Et on les embrasse. Et si c'est en salle, n'hésitez pas. Et on peut aussi citer en tout cas, j'ai pas noté. Il y a eu 1000 prix cette année parce qu'il y a de plus en plus de partenaires. Donc il y a eu plein de jurys qui ont récompensé plein de choses. Mais on peut citer en long, on peut citer donc Flea dont on a parlé, qui a été récupéré par Arte et qui aura probablement une sortie salle quand même, parce que je crois qu'il y a un distrib qui Oecourt, si je dis pas de bêtises, qui s'est collé. Et Ma famille afghane aussi, qui a eu le prix du jury, qui était une belle histoire. Et le doublé Flea, Ma famille afghane autour de l'Afghanistan, des problèmes du pays et des gens qui veulent le fuir, où y rester. Je trouve que ça fait un joli doublé en plus. Donc j'ai trouvé moi que c'était beaucoup en bien, hein, pas en trop, de longs métrages en tout cas sur toutes les problématiques de réfugiés.
politique. Moi, c'est un sujet, je sais pas si tu as eu ça aussi dans les cours ou pas forcément. Dans les cours, c'est un sujet qui est souvent abordé, effectivement, dans le cinéma en général, pas que dans l'animation. Là, cette année, je vois pas de film qui a abordé cette question. Ça vient pas à l'esprit. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est casse-gueule parce qu'il peut être abordé de façon un peu lourdingue ou démonstrative ou trop didactique. Il y avait un autre film en compétition qui s'appelait Lamias Poème que j'ai vu qui était quand même terrible, oui. Qui était quand même assez raté de ce point de vue-là, parce que trop appuyé, même si il y avait cette idée intéressante de comparer la destinée d'une jeune migrante syrienne avec celle du poète Rumi, qui est un poète du Moyen-Âge, poète persan, qui lui aussi était un migrant, mais le film était extrêmement démonstratif, l'animation était lourdaude, voilà. Donc oui, c'est un thème très fort. Moi, je trouve qu'il est abordé de façon vraiment encore une fois très émouvante et équilibrée, dans le sens où il n'y a pas trop de pathos dans Flee comme dans La Traversée. Moi, j'ai une nette préférence pour La Traversée, que je trouve plus originale du point de vue formel et graphique. Et je trouve que c'est un palmarès qui a un peu la tête à l'envers. C'est-à-dire que la mention, c'est un peu un lot de consolation. J'ai pas assisté à la cérémonie de clôture, mais j'ai cru comprendre que la réalisatrice France Miaille était un peu mal à l'aise, parce que c'est un film qui mérite un cristal, enfin clairement. C'est ce que tout le monde disait sur place, dans les couloirs, tout le monde disait qu'il allait l'avoir. Le jury est souverain, il fait ce qu'il veut, avec tout le respect que je lui dois. Moi, je trouve que c'est dommage. Voilà. Maintenant, Flee est un film très intéressant, mais je trouve qu'il est très proche de ce qu'on a pu voir par le passé. Alors, c'est pas non plus des milliers de films, mais ça ressemble beaucoup quand même à cette espèce de thérapie par l'image et par la parole qu'on a pu voir dans Valsa avec Bachir, de façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante sur la façon dont la mémoire est occultée, la façon dont on se ment à soi-même, de toutes les omissions qu'on peut faire dans son témoignage. Donc c'est un film qui est très intéressant, mais qui n'est pas du tout aussi fort, je trouve, que La Traversée. Donc je trouve ça dommage pour le cristal. On n'en a pas trop parlé de Flee, du coup. Mais en fait, ça raconte c'est une espèce d'interview animée. Ouais, ça rejoindra un sujet de tout à l'heure où il y a des points communs, mais c'est une volonté de faire du documentaire animé. C'est pas le premier qui fait ça, mais moi je trouve ça vachement intéressant d'utiliser l'animation pour ça, parce que ça permet, plutôt que de plonger dans des images d'archives ou de chercher à faire de la reconstitution avec très peu de moyens, bah là ils ont pu raconter l'histoire de cette personne qui fuit l'Afghanistan pour monter en Scandinavie. Réellement, en fait, ça raconte pas. C'est probablement en partie romancé, mais effectivement, lui, il raconte son histoire. C'est vraiment c'est du docu, hein, donc c'est vraiment la personne qui raconte son histoire. Tout le monde est réel dans cette histoire-là, et l'utilisation de l'animation pour ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, il a utilisé l'animation, je crois, pour protéger justement les témoins. C'est l'argument essentiel. Moi, je trouve que c'est intéressant la façon dont il l'utilise, parce qu'il y a deux régimes d'images. Il y a un régime d'image animée très classique qui ressemble un peu à de la BD animée, sobrement animée, on va dire, un peu à l'économie. C'est du 12 images par seconde, voilà. Je pense, par moment. Et donc, et les souvenirs douloureux de la personne qui raconte, de ce personnage, de ce migrant Amin, qui sont eux comme esquissés. Je trouve assez beau ces séquences esquissées comme ça, comme si on était plongé dans sa mémoire et on revivait ces moments difficiles. Après, je trouve que c'est intéressant parce que ça interroge justement la valeur du témoignage. En histoire, les historiens interrogent beaucoup la valeur du témoignage pour dire le témoignage c'est très bien, c'est très important que des rescapés ou des gens qui ont vécu des événements historiques témoignent, mais il ne faut pas le confondre avec la science historique. C'est-à-dire que dans un témoignage, il y a forcément une partialité, puisque c'est quelqu'un qui raconte sa vérité, sa réalité, et il y a forcément des omissions. Et c'est ce que raconte le film.
de façon, et je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Voilà. Après, c'est un film, effectivement, aussi par ailleurs très bien contextualisé dans l'époque, avec une bande sonore très entraînante. Moi, je trouve que la séquence du début avec Take On Me, elle est super, surtout quand on pense au clip qui lui-même était animé en partie. C'est sympa. Voilà. Et donc ça sort chez Arte à la fin de l'année a priori normalement, sauf Arte et court long, on suivra la sortie avec intérêt. Avec le web, évidemment. Ça me donne l'occasion, avant de passer à l'extension un peu du sujet Annecy, de parler un tout petit peu de XR at Annecy, puisque le festival dispose d'une section spéciale réalité virtuelle et nouveaux formats un peu. On retrouvait notamment des stands de Arte aussi et de quelques partenaires. Et il y a une compétition de films en réalité virtuelle qui est annexée à Bonlieu. Et je voulais juste faire un petit coucou aussi à l'équipe qui a programmé ça, puisqu'ils ont réussi à ramener, à refaire en physique une exposition donc avec des casques de VR, etc. Et une sélection qui était plutôt une sélection de projets déjà vus pour la plupart dans d'autres festivals, mais qui avait le mérite d'être de grande qualité. Et c'est un film d'animation assez joli, Replacement, qui a gagné le prix VR pour cette année. Et c'est un film, une coproduction entre la Philippine et la France et l'Allemagne, si ma mémoire ne me trompe pas. Et c'est un très très joli film qui peut être aussi un film pour découvrir la VR, pour ceux qui ne connaissent pas très bien et qui n'ont jamais mis un casque sur leur tête. C'est assez joli. Est-ce qu'il est accessible justement ? Alors, les films VR sont un peu moins accessibles que les longs métrages, etc. Mais il est distribué par une boîte française qui s'appelle Diversion, qui est un des distributeurs les plus en vue du secteur, qu'on peut espérer le voir un jour peut-être dans quelques lieux ou un store en ligne. Okay. Et puis ça reste un film d'animation de quelques minutes et pas un jeu vidéo, donc on croise les doigts pour qu'il ait une belle carrière encore à venir et il remporte pas mal de prix. Voilà, en plus du marché où il y avait quelques whips XR, etc. Mais je vous encourage à nous suivre un peu. On continuera à parler de VR de temps en temps. Puisqu'on parlait de nourriture tout à l'heure japonaise, les vrais sujets. On va passer à la liste des restaurants favoris de Marc à Annecy. Ah non, pardon. Alors, tu as combien de temps ? Parce que là c'est pas un podcast. On a trouvé une petite adresse avec Alexandre. Vraiment, on vous en dit des nouvelles et des glaces. Euh... On va passer à la nourriture italienne. Waouh, c'est beau. Ça vous laisse quoi ? Mathieu, toi. Ah, moi j'ai pas l'accent que je voulais faire. Santa Mozzarella. Oui, tu veux parler de Luca. Alors nous, on a eu de la chance puisque le film est sorti sur Disney+, puisque malgré le fait que les salles rouvrent un peu partout dans le monde, le Disney a fait le choix de mettre le Pixar directement sur la plateforme. Ce qui est un choix discutable puisque c'est un film qui mérite le grand écran, quoi. Et nous, on a eu la chance à Annecy d'être un des privilégiés, de le voir dans une salle blindée de monde. On parlait de l'ambiance du festival tout à l'heure et j'ai trouvé que c'était peut-être la séance la plus enthousiasmante de tout le festival. Il y avait vraiment une ambiance, tout le monde était vraiment content d'être là. Je crois que les gens étaient à donf pour voir le Pixar sur grand écran. Et puisque j'ai la parole, je vais la garder. Moi j'aime vachement en fait le film d'Enrico Casarosa. Est-ce qu'on peut dire de quoi ça parle ? On peut dire de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit sous la mer, qui est une sorte de, je sais pas trop comment décrire ça, une espèce à mi-chemin entre un poisson et une sirène. Un triton. C'est un cousin, un cousin de la forme de l'eau, Ouais, voilà, un petit peu, ouais. C'est une bonne comparaison. Et donc, ses parents lui disent de ne surtout pas remonter à la surface parce que à la surface, ils sont hyper dangereux. Et moi, les humains sont très méchants. Les humains sont très méchants, ils nous pêchent et ils font des trucs. Et moi, déjà, ça m'a fait marrer parce que ça m'a rappelé que personnellement, j'aime pas les profondeurs dans l'océan. J'ai toujours eu peur qu'il y ait des créatures qui m'aspirent. Et du coup, voir l'effet inverse. La notion inverse, ça m'a fait marrer. Et donc ce jeune garçon, Luca, va sortir. En sortant de l'eau, il prend une apparence humaine instantanément. Et il va rencontrer un autre garçon. Et ce sont des adolescents qui ont 12-13 ans. Et on est en Italie dans les années, 50, 60, un truc comme ça. Une époque un peu joyeuse où on a envie de chevaucher une Vespa. Et comme eux, on a envie de se dire... fuck les parents, laissez-nous tranquilles, on se barre, on se barre à deux, on prend une Vespa et on va faire le tour du pays. Et c'est un peu le pitch de base auquel il faut ajouter le fait que pour
ils rencontrent une jeune fille qui va les entraîner à participer à une course. La course qui consiste notamment à nager, à faire du vélo, à manger des pâtes. Parce que ça mange beaucoup de pâtes dans le film, et à nager. Et eux, comme ils cachent un peu leur identité de poisson, ça va leur poser des problèmes, puisque tout le film repose sur le fait que s'ils se font mouiller, leurs écailles apparaissent. Et évidemment, ils ne veulent pas que les humains le sachent, ils veulent trouver leur place au sein des humains. Et voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de cette table ? Alors je finis ma bouchée de pesto genovese. On aurait dû faire des pâtes. Mais pour oui, le pesto genovese. Alors on commence par... Non, alors moi je trouve que le film est très sympathique. J'ai beaucoup aimé cette espèce de triathlon génois où on finit l'épreuve de natation par une épreuve de pâtes. D'engloutissement de pâtes. Je trouve que le film est sympathique. Il aborde un thème qui est intéressant, qui est la honte sociale ou la honte de soi, qui est quelque chose que tous les enfants ont ressenti un jour ou l'autre. Donc, mais je trouve que c'est un peu survolé. Je trouve que pour un Pixar, qui, surtout après Soul, qui était quand même un film très haut, ouais. très profond, très fort, très intéressant. On peut trouver que le dénouement était un peu alambiqué, mais je trouve que c'est un film vraiment un des meilleurs Pixar jamais produit. Et c'est un crève-cœur de ne pas l'avoir vu en salle. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir Luca en salle, donc je pense que tu as tout à fait raison. Il y a une partie du plaisir. Le cinéma, c'est à la base un art forain. Et il y a une partie du plaisir qui est de le voir en salle avec des gens qui sont contents de voir un très bon divertissement. Moi, je trouve que ça manque un peu de profondeur, justement. Et qu'on reste un peu trop à la surface de l'eau. Moi j'aime beaucoup, j'ai passé un bon moment, parce qu'il fallait bien que je le passe un moment. Ça y est, la vie. J'aime beaucoup, je trouve visuellement ça claque. Enfin là, pour le coup, c'est aussi beau que Soul, et je trouve que le jeu de lumière, de texture, c'est vraiment assez incroyable. Je suis globalement assez d'accord avec ça. C'est un Pixar qui est très plaisant. C'est pas un Pixar majeur, hein, forcément. Moi, il y a un petit truc qui m'embête un petit peu, entre guillemets, sur le film. C'est que pour moi, c'est résolument un film sur l'homosexualité. Et pour moi, Pixar va pas au bout de son sujet. Alors évidemment, on connaît Disney qui est très frileux avec ça. Et ils l'ont déjà été sur La Reine des Neiges. Là, pour le coup, ils avaient un boulevard devant eux, en fait. Il manquait ce petit truc à la fin qui était ce petit truc qui faisait vaciller le film et qu'ils assument jusqu'au bout, parce que effectivement, c'est pas assumé. Je me souviens qu'à la fin, il y a un des deux personnages qui dit You make me came out of my island, et je m'attendais presque à ce qu'ils disent of my closet, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit truc, ce petit basculement que j'aurais aimé qui ait lieu à la fin, mais à part ça c'est très marrant, c'est super mignon, et la recette de pâtes, je l'ai testée, je peux vous le dire, elle est excellente. Mais alors cette interprétation, elle est possible. Mais évidemment, en interview, les gars de Pixar, jamais ils te diront que c'est ça. Bien sûr, mais ça, parce qu'ils sont d'une hypocrisie. Mais ça, c'est comme sur La Reine des Neiges, c'est exactement. C'est comme sur Zootopie, c'est comme sur tous les films. Il n'y a aucun message politique, et puis dès qu'il y a un Trump élu au pouvoir, tout le monde lève le poing. Donc non, moi j'ai vécu la chose avec les gars de Disney sur Zootopie notamment. Non, c'est pas du tout un film sur le racisme. Non, pas du tout. C'est juste parce qu'on est des gars différents. Et puis, c'est les mêmes mecs, quand ils reçoivent l'Oscar, qui lèvent le poing, effectivement, et qui... Donc, cette interprétation, effectivement, elle est très plausible, parce que cette histoire d'amitié entre ces deux garçons, elle est effectivement... intéressante, mais je trouve que c'est pas le seul thème, tu vois, non, bien sûr. parce qu'il y a quand même beaucoup cette idée de trouver sa place. De trouver sa place, tu vois. Mais je trouve que ça peut aussi être la honte sociale, tu vois, la honte de pas être du bon quartier, du pas être... Ouais, c'est ça, c'est comment deux peuples, quelque part, ont des stéréotypes les uns sur les autres et n'arrivent pas à dépasser ces idées-là. Mais je pense que tu as raison, s'il était allé
droit au but sur le thème que toi tu y as vu, le film, de toute façon, plus on est personnel, plus on est universel. Moi je pense que c'est une grande règle. Plus on dit des choses intimes et personnelles et précises, plus on est universel. Et là, effectivement, ça manque de ça. C'est pour ça que moi je trouve que ça reste superficiel. Non, mais moi je te rejoins sur. Moi je l'ai vu donc chez moi, des conditions pas en salle. Sur une télé nulle. Sur une télé. Non, sur un iPad. Dans mon bain, il a fait sur une mon séance Apple Watch. immersive. Et mon argument se tient puisque j'ai vu Soul en décembre à peu près dans les mêmes conditions, malheureusement, à mon grand regret. Et Soul, j'ai été complètement emporté par la chose, sauf évidemment la dernière séquence qui nous laisse complètement sur notre faim et qui est même à rebours du film. Mais je trouvais le film tellement merveilleux, tellement original, tellement universel, justement, que je me posais moins la question. C'est-à-dire, j'étais vraiment absorbé par le truc, quoi. Là, Luca, alors c'est beau, hein, je dis pas que c'est pas joli, mais j'ai l'impression qu'en termes de scénario, c'est quand même assez simpliste et que justement, les grandes idées qui sont véhiculées à l'arrière, et je pense que Pixar savent le faire quoi qu'il arrive, on passe d'une séquence à une autre, on se demande vraiment un peu vers quoi on va, quoi. C'est que moi, il y avait un ennui un peu poli devant la chose. Je trouve que c'est vraiment un Pixar assez mineur au final, quoi. Même du point de vue graphique, il n'y a pas la recherche graphique qu'il y avait dans Soul, où il y avait ces personnages, la lisière de l'abstraction. Surtout sur les lumières, en fait, le jeu des Oui, lumières. il y a des moments. Moi, il y a un côté que j'aime bien. Ouais. Voilà, c'est le côté cartoon qui me plaît énormément, qui change un peu des Pixar qui peuvent être assez réalistes. Il y a même ce passage, à un moment où il se casse la gueule en vélo et puis il voit, au lieu de voir des petits canaris ou des petites étoiles autour de sa tête, il y a des petits anchois. Et voilà, ça c'est le genre de truc que je trouve assez sympa et qui change un petit peu de Pixar. C'est très BD. Tu l'as vu, toi, Jean-Victor ? Ouais, je l'ai vu. Et je suis plus du côté de Mathieu. Non, mais alors, en fait, je trouve que c'est marrant parce que Mathieu a dit qu'on sait pas trop où on va, et moi je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le film commence, tu sais à peu près quelle scène va avoir lieu à quel moment et comment ça va se dérouler, parce que c'est très. En fait, j'ai plus l'impression de voir un Disney un peu old school, et j'adore Disney, hein, mais je trouve que venant de Pixar, et surtout après effectivement Soul qui allait très très loin et qui arrivait une fois de plus à simplifier et à rendre accessible des thèmes un peu profonds, c'est quand même un peu décevant derrière de passer sur un truc comme Luca. Et surtout que moi je trouve que graphiquement, au contraire, c'est un peu décevant aussi, parce que tu parles de cartoon, mais le cartoon, c'est pas juste avoir un design un peu kawaii. Moi typiquement, là j'ai halluciné parce que j'ai vu les figurines Funko Pop de Luca, c'est littéralement le design du film, et ils se sont pas fait chier à adapter quoi que ce soit. En fait, c'est des trucs un peu cartoon, mais le cartoon, et on le sait en ce moment parce qu'il y a une vraie évolution dans l'animation américaine avec ce qui se fait notamment chez Sony Animation et ce qu'a fait Genndy Tartakovsky sur Hotel Transylvanie. Le cartoon, ça passe aussi par l'animation en tant que telle, c'est-à-dire la façon dont tu joues sur les mouvements, dont tu déformes tes personnages, etc. Et là-dessus, Pixar, ils restent quand même avec leur école un peu classique de, justement, les personnages, ils ont toujours la même forme, même s'ils tombent, s'ils tournent, etc. Leur volume va rester le même, et c'est d'autant plus décevant que sur Soul, ils essayaient des trucs avec notamment les personnages un peu à plat. Sur Vice Versa, il y avait une séquence plus expérimentale, et bon, alors évidemment, c'est pas le même genre de film, mais quand tu reprends Les Indestructibles 2, oui, c'est facile de faire ça parce que tu as un personnage qui littéralement peut se déformer, mais ça allait beaucoup plus loin de ça, et je trouve que là, c'est très timide en fait de ce point de vue-là. C'est qu'ils font un film où effectivement, sur les textures, sur les éclairages, etc., oui, ils ont des moteurs de rendu fou furieux, et les mecs sont de toute façon des tueurs en animation, donc c'est très beau. Mais il y a jamais de surprise, et en plus le film est quand même très simple dans son environnement. C'est-à-dire qu'on est il y a le début sous l'eau, puis après il y a une ville en Italie, et globalement ça change pas. Donc je trouve que graphiquement, c'est un peu limité, et je m'attendais à plus venant des mecs qui venaient de faire Soul, et plus venant des mecs qui sont capables de traduire visuellement des trucs un peu plus prononcés, et vraiment d'avoir une recherche graphique plus poussée que ça, quoi. Et là, concrètement, en fait, moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'il y ait le label Pixar dessus. Ça aurait été juste un Disney, je me serais dit, ok, très bien. Mais venant du studio Pixar, je pense que tu peux attendre légitimement un peu plus, quoi. Ouais, surtout que je suis d'accord avec Stéphane, je trouve que scénaristiquement, ça reste quand même très en surface, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais par exemple, quand ils sortent de l'eau, pouf, ils se transforment en humains. Et je trouve qu'il y a des artifices de scénario comme ça pour simplifier le récit, j'imagine, ou pour aller droit au but. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'on est habitué avec eux à avoir plus de péripéties et d'accroches dans la chose. Et là, il y a énormément de passages dans le film où tout se résout un peu avec une baguette magique. Celui auquel je le rapprochais le plus facilement dans l'écurie Pixar, c'est Le Voyage d'Arlo. Que j'aime pas non plus des masses, mais qui pour moi était vraiment un film qui se destine avant tout aux enfants. Là où pour moi Pixar, c'est toujours des films où effectivement oui, ok, on peut considérer que l'animation c'est familial ou pas. Eux, je pense qu'ils le font de toute façon dans ce but-là, mais t'as toujours des portes dérobées et tu peux avoir des niveaux de lecture, etc., qui s'adressent à d'autres personnes.
Et sur Lucas, je trouve pas, justement. Je trouve que le film est quand même très clair, très straight, ligne droite, tu sais où ça va. Et alors oui, c'est sympathique, hein, j'ai pas passé un mauvais moment, mais on a ressenti du film avec ma copine, on s'est regardé en disant bon, très bien, ok. Et finalement, je trouve que ça. Alors je sais pas si le fait de le voir sur ma télé, ça a participé de ça. Mais je me suis dit, ouais, j'aurais vu ça au cinéma, j'aurais été un peu déçu, et bon, bah, c'est triste, et je souhaite pas du tout au film de sortir tous sur ma télé. Mais quelque part, je regrette beaucoup moins que Soul, où là, Soul, oui, j'aurais voulu le voir sur grand écran, quoi. Je pense que le film doit prendre quand même une autre dimension en salle. Parce qu'il y a quand même ces beaux décors. Moi ça m'a fait plus. C'est fouillé dans l'arrière-plan. Le réalisateur avait fait un très joli court-métrage, La Luna, qui ressemblait un peu à un livre de jeunesse. Joliment illustré et animé, et c'est un peu l'impression que ça donne là aussi, c'est-à-dire une histoire jeunesse. Moi je trouve que c'est pas trop le voyage d'Arlo, parce que le voyage d'Arlo c'était quand même assez sombre, plus enfantin, le voyage un d'Arlo, peu dark aussi, mais... le voyage d'Arlo, je sais, a traumatisé beaucoup d'enfants. Ouais. Moi, j'en connais. Mais après, c'est aussi la différence. Ils sont sortis en hurlant de la salle. Le voyage d'Arlo, je suis pas très fan du film. J'ai vraiment l'impression de voir Franklin chez les dinosaures, mais il y a 2-3 scènes qui m'avaient. C'est vrai, Arlo, c'est compté 2 par 2, là, c'est ses chaussures, etc. Il a pas de chaussures, mais bref. Mais à Arlo, il y avait 2-3 scènes où t'avais la puissance de Pixar, notamment une scène où il dessinait sur le sable. Je pense que tout le monde s'en souvient. Exactement. T'avais une fulgurance dans le film qui te faisait monter les larmes, et tu faisais, ok, ouais, je suis pas fan du film, mais il y a Pixar derrière. Sur Lucas, il y a 2-3 scènes effectivement un peu plus fantasmagoriques quand il part dans ses voyages, quand il vole et que les décors changent, etc. Mais je retrouve pas cette puissance lyrique là qu'il y avait dans la Luna, mais bon, après la Luna c'est plus simple, mais non, mais même dans les personnages, le personnage de la petite fille, c'est un faire-valoir, enfin elle a aucun intérêt, enfin c'est étonnant chez Pixar où les personnages féminins sont maintenant si t'as pas un personnage féminin fort, enfin le Raya c'était quand même ouais, mais du coup ça rejoint l'interprétation d'Alexandre qui veut que le film soit orienté entre une histoire entre deux garçons, et du coup c'est pour ça que la fille elle est complètement secondaire. D'ailleurs, moi, je repense, sans vouloir trop spoiler la fin du film, elle est absente de la scène de fin. Oui. La scène du train, elle n'apparaît même pas de très très loin, en fait. Et spoiler donc. Pardon. Et du coup, c'est pour ça que comme Alexandre, moi en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais ce qui m'a intéressé en fait sur le film, c'est déjà le sous-texte gay, et puis aussi le côté trouver sa place, comme tu disais. C'est quasiment un film sur le racisme en fait, puisque c'est surtout à la fin, quand on se rend compte que finalement en fait c'est pas parce qu'on est différent physiquement qu'on peut pas tous vivre ensemble. C'est ce sous-texte-là, et aussi c'est un des rares Pixar qui accroche le style d'un auteur. Donc là, visuellement, les personnages sont un petit peu dans l'esprit de la Luna. Le vieux monsieur avec la grosse moustache, c'est un peu le même design de personnage. Et je trouve que c'est un des rares Pixar qui a laissé faire un réalisateur en lui disant tu mets ton style, tu racontes ton histoire personnelle, et c'est ton film. Et t'es un auteur et tu fais ton truc. Souvent chez Pixar, c'est pas le cas en fait. Tu peux pas trop dire. Visuellement, ils sont souvent un peu interchangeables. On est un peu toujours dans le même esprit. Là, je trouve que même si effectivement le déroulé est pas terrible, et si faire une course avec des épreuves, c'est vraiment scénaristiquement le truc le plus feignasse du monde, je trouve qu'il y a la patte de Casarosa dans l'histoire. Et ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool à regarder. Ouais, mais après, tu vois, pour reprendre le principe de l'auteur, typiquement, c'est compliqué encore une fois pour Lucas, mais derrière, juste avant, il y avait Soul. Et Pete Docter, c'est quand même pas compliqué de voir sa patte, parce que c'est quelqu'un qui tente des choses à tout le niveau et qui vraiment pousse le scénario et te fait crever son personnage au bout de 10 minutes, ce qui est une convention absolument interdite dans le cinéma américain, et eux, ils y vont. Et puis sur la question du racisme et les thématiques qui sont traitées dans le film, encore une fois, il y a eu Zootopie il y a quelques années. Et pour moi, il n'y a pas photo. Je trouve que Zootopie est un film beaucoup plus inventif, beaucoup plus riche, beaucoup plus fun aussi, et qui cible a priori le même public à la base qu'un Luca, quoi. Et voilà. Non, mais ça ne décourage pas les gens, c'est sur Disney+. C'est un bon moment quand même. J'en profite pour rappeler que le cinéma d'animation n'est pas fait que pour les enfants. On a parlé aussi de films. On le voit à Annecy. Voilà. Il faut bien le rappeler parce que souvent c'est un peu considéré comme ça. Ben oui, parce que les enfants ne savent pas préparer le pesto genovese. Alors que moi, je l'ai fait, je peux vous le dire. Et qu'il ne faut pas oublier les pommes de terre et les haricots. Ouais. On mettra la recette qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Je mettrai la recette dans les descriptifs par émission. Parce que c'est quand même très très. Les patates dans du pesto, moi, c'est vraiment un truc qui m'a validé. C'est validé, c'est très très bon. On va rajouter un sujet patate dans le pesto. Voilà.
On va passer de Monstre marin à un autre et on va laisser la parole à Marc pour nous parler d'un film qu'il a vu en salle à sa sortie. Alors, celle-là, il l'avait écrite. Il l'avait préparé. J'ai tout préparé. Pas mal. On va parler d'un film qui est sorti en 1927, donc pas vraiment. 17, pardon. Ah, j'avais dit 16 tout à l'heure. 17. Oui, je vais vous parler de la réédition, de la sortie en Blu-ray restauré 4K de 20 milieux sous les mers. Le film réalisé par Stuart Patton en 1917. Donc on va parler cinéma muet. Je crois que c'est en 50 podcasts, c'est la première fois qu'on remonte aussi loin dans l'histoire du cinéma. Et le film ressort en Blu-ray le 7 juillet dans les bacs avec une version qui contient des bonus et une version teintée. C'est pas vraiment de la colorisation, ils ont retrouvé un master où il y avait des repères de couleurs et ils ont teinté des scènes. Donc il y a des scènes de jungle on a calé un filtre vert par-dessus, c'est assez étonnant. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que moi, ce qui m'a intéressé, quand j'ai reçu le communiqué de presse sur la sortie, ils m'ont vendu le premier film tourné sous l'eau et je me suis dit que ça devait être hyper intéressant à regarder et que même si tout le monde connaît l'histoire de 20 milieux sous les mers et du capitaine Nemo, je me suis dit qu'il y avait un truc à creuser et effectivement il y a un truc à creuser. Le film a été tourné, donc sorti en 1927. Donc pour repréciser un petit peu des repères chronologiques, on est 3 ans après la création du studio Universal et on est seulement que 11 ans après la mort de Jules Verne. Donc c'est quasiment oui, c'est presque tellement vivant. C'est quasiment, enfin, on était vraiment très très proche de son œuvre. C'est la deuxième adaptation du bouquin de Verne en film, puisque Georges Méliès s'y était collé dans une version un peu spéciale, puisqu'il lui faisait parcourir 200 000 lieues sous les mers, je crois, et il y avait plein de monstres et de créatures et d'aventures, etc. Il s'est éloigné complètement du bouquin. Et donc Stuart Patton, lui, a essayé d'adapter le bouquin de Jules Verne, donc pour repositionner et pour raconter un peu aux gens qui... non, pour eux, le capitaine Nemo, c'est un héros dans Nadia, le secret de l'eau bleue. On va reposer. La rêve des années 80, quoi. Je pense que la deuxième rêve est encore plus obscure que la première. Donc en fait, on suit un envoyé du gouvernement parce que on pense qu'il y a un monstre marin qui détruit des bateaux et le gouvernement envoie quelqu'un pour enquêter sur le phénomène et qui monte à bord d'un bateau et sur ce bateau il va notamment rencontrer d'autres personnages dont un harponneur qui est le personnage joué par Michael Douglas dans la version Disney et tout ce petit monde à un moment donné Kirk Douglas, pardon, oui, oula, effectivement tout ce petit monde se retrouve à bord d'un bateau qui se fait harponner par le Nautilus et il se retrouve prisonnier du capitaine Nemo. Pourquoi le capitaine Nemo est à bord d'un sous-marin? Parce que à cette époque-là, un sous-marin, ça n'existait pas, donc tout le monde se demandait pourquoi. En fait, lui, il a créé le sous-marin pour se venger de quelqu'un. Et le film, autant le bouquin passe autour du sujet, n'explique pas vraiment cette histoire de vengeance pour pouvoir permettre au personnage d'avoir tout un tas d'aventures. Le film l'expliquera, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est le premier film tourné sous l'eau et que en 1917, on se demande comment est-ce qu'on peut mettre une caméra au fond de la mer. Déjà que maintenant, c'est toute une histoire. C'est Steven Spielberg, il dit toujours lui-même que son tournage le plus compliqué, c'est Les Dents de la Mer parce qu'il y avait de la flotte partout et que c'était ingérable. Et en 17, il y a 2 frères, John Ernest et George Williamson, qui ont inventé un truc qu'ils ont appelé, je ne sais pas trop pourquoi, la photosphère. Et en fait, ça consiste à immerger à plusieurs mètres de profondeur un grand cylindre qui remonte jusqu'à la surface et dans lequel on peut mettre un caméraman. Donc on a un gars au sec, au fond de la mer, avec une caméra des années du début du XXe siècle, qui est tranquillement installé sur son petit fauteuil et qui peut filmer. Alors il filme au travers d'une vitre, évidemment. Je pense quand même que c'est niveau sécurité, ça devait pas être non plus... Ah non, mais alors, c'est un des trucs du film, c'est que... les effets spéciaux sont faits par des gens qui prennent des risques absolument incroyables en fait. On revoit ça régulièrement après dans le cinéma. C'est le numérique en fait qui a plutôt qui s'est mis à protéger les gens, mais là ils prennent des risques de malade. C'est bien pour ça qu'on n'a aucune passion pour James Cameron. Il y a des gens au fond de l'eau
Il y a Parce que manquer de faire noyer son équipe de tournage, c'est pas assez risqué. Non, c'est pas Il y a des gens au fond de l'eau qui se retrouvent face à des requins, à des requins, et tout est normal en fait. C'est dans le film. Mais ils ont vraiment fait plonger des gens et ils les ont vraiment mis face à des requins. Ça a été tourné aux Bahamas parce qu'ils avaient besoin d'une eau très claire. Parce que sinon, effectivement, vu que c'était à travers d'une vitre et les moyens d'époque, c'est sûr que si on est en Bretagne, tu vois pas grand-chose. Ils verraient pas grand-chose. Et Et moi, je me suis fait complètement happer par ces scènes sous-marines que je trouve assez dingues techniquement pour un truc, on rappelle, qui a été tourné il y a 104 ans. 104 ans, donc c'est quand même il y a quand même une prouesse technique. Après, le film est d'époque, c'est du cinéma muet, avec un rythme qui est plus du tout les choses qu'on a l'habitude de regarder maintenant. En plus, le film est assez long, il dure 1h40, c'est je crois. beaucoup trop long en réalité. Par rapport à nos standards de maintenant, les personnages sont très mal qualifiés, tout le monde joue pas très bien. C'est pas, mais je l'ai pas, le film m'intéressait pas pour ça en fait. Je l'ai pas regardé pour passer un bon moment comme Alexandre passe des bons moments devant des films. Je l'ai regardé parce que c'était l'aspect technique et historique qui m'intéressait et j'avoue que j'ai trouvé ça assez bluffant. Alors c'est rigolo parce que la remasterisation 4K fait ressortir par moments sur certains plans sous-marins un reflet. Donc on voit qu'ils ont filmé à travers une vitre. Et ça ajoute un peu de charme, quoi. Ça ajoute un peu de... Oui, tu te doutes devant quoi tu es. Et effectivement, ils ont... Et alors, on sent que le tournage sous-marin a coûté des sous. Le film au total a coûté $500 000 d'époque, ce qui fait, j'ai trouvé, à peu près 11 millions au cours de maintenant avec l'inflation. Mais pour l'époque, c'était une somme démentielle. Ils ont tourné sous les tropiques, il y a une scène en Inde, ils ont fait exploser un bateau, ils ont fait des choses assez dingues pour l'époque. Et chaque fois, c'était... Comme c'était les débuts du cinéma, à chaque fois que tu fais un truc comme ça, tu inventes quelque chose en fait. Et il y a la fameuse scène de la pieuvre, où effectivement le Nautilus affronte une pieuvre qui a été tournée sous l'eau. Donc ils ont immergé le caméraman dans son cylindre. Ils ont créé une pieuvre qui pouvait un petit peu se mouvoir grâce à un mec qui était à l'intérieur, qui était relié téléphoniquement à la surface parce qu'il fallait pouvoir parler aux équipes techniques du coup. par un fil qu'on voit pas trop parce que c'est bien planqué, mais il y avait un grand fil qui remontait sur un bateau à la surface et tu dis mais waouh quoi, l'inventivité des mecs pour vraiment aller filmer sous l'eau leur truc, il fallait quand même le faire. Bon, après, la pieuvre ressemble à une peluche. Oui, la pieuvre. Vous attendez pas un truc de ouf non plus, quoi. J'allais dire, c'est la pieuvre dont parlait Alexandre le mois dernier dans l'émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes de podcast. Mais pieuvre ressemble à une grosse peluche. Elle bouge pas trop. À une grosse peluche, Et les plans sous-marins du Nautilus, on voit que c'est un peu une toute petite maquette qui est bougée devant l'objectif. Alors pour le coup, moi, il y a un truc qui m'a vachement marqué, c'est la musique. Parce qu'en fait, alors justement, la musique a été recomposée pour le Blu-ray, donc c'est une composition contemporaine. Et comme c'est un film muet, la musique a une place omniprésente, elle ne s'arrête quasiment jamais, avec les cartons, avec le texte qui vous explique un peu les péripéties, et je trouve que ça nous emmène un peu. Après, c'est vrai que le jeu des comédiens est un peu surfait, que t'as l'impression que c'est un truc très théâtral, un peu maladroit, etc. Mais au final, le charme de l'ancien, pour en tout cas les gens qui s'intéressent tant soit peu au cinéma, on se rend compte un peu de ce qu'est, de ce qu'on a traversé. Et après, c'est vrai que le rythme, etc., on n'a plus l'habitude. On peut s'ennuyer assez facilement devant ce genre de film, mais pour autant, c'est un. C'est pas Fast and Furious, hein, c'est sûr. C'est pas Fast 9, quoi. Donc voilà. Mais ça reste un chef-d'œuvre du cinéma d'époque. Et pour les amoureux du cinéma, je pense que c'est intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé à cette époque-là. Tu l'as vu, Stéphane? Oui, j'ai pas tout vu parce que j'ai pas eu le temps de tout voir, mais je trouve qu'il y a effectivement, c'est une curiosité. Je sais pas si c'est un chef-d'œuvre parce qu'il y a des films muets de cette époque-là qui sont quand même qui ont mieux survécu quand même aux âges. Je trouve que bon, il y a des choses, oui, effectivement, qui à l'époque choquaient pas, mais qui aujourd'hui, notamment les personnes dont les peaux sont teintes en noir. Oui, j'ai oublié de préciser ça. Toujours un tout petit peu. Nemo, c'est un acteur blanc qu'on a peint, quoi. Voilà. C'est un peu chaud. Ouais. Mais je trouve qu'il y a une certaine modernité dans certains plans, notamment les plans justement qui sont pas sous-marins, les plans qui sont d'extérieur où on voit les sous-marins à la surface de l'eau. En surface, ouais. En surface, et je trouve que c'est assez moderne, assez étonnant.
C'est pas comment s'appelle ce film sur l'oreille d'or là qui est sorti récemment. Le Chant du loup. Le Chant du loup, merci beaucoup. Mais c'est quand même assez surprenant de voir ce genre de plan et ce genre de mouvement de caméra parce qu'on voit le Nautilus qui sort et qui se déplace, voilà. Bon, je trouvais que c'était amusant, c'est une curiosité quoi de voir ça et ça donne envie de revoir surtout parce que ça m'a fait penser effectivement au classique de Disney, avec Kirk Douglas. Avec Kirk Douglas. Alors moi, je crois que c'est alors, j'ai pas terminé, mais je crois que c'est le premier film muet hors évidemment The Artist. Et bon, ça, on va dire que ça compte pas vraiment. D'époque, tu veux dire que tu vois de ta vie que j'ai vu de ma vie. Oui, T'as vu des Chaplin quand même. Des Chaplin non, j'avoue. Là, oui, devant nos hein. millions d'auditeurs, je n'ai jamais vu un seul film de Charlie Chaplin. Oui, non. Et je trouvais ça assez marrant de voir. Enfin, il y a un petit côté presque cliché, old school sur les films muets avec des gens qui bougent un petit peu plus vite et les cartons à l'écran. Voilà. Et là, il y en a beaucoup en fait, parce que comme il y a des dialogues et qu'il y a des péripéties, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartons. En plus, t'as tout un passage, on l'a pas dit, mais ils ont un peu mélangé avec l'île mystérieuse et du coup, t'as un peu du slapstick comédie sur l'île où ils se foutent sur la gueule avec des gens, ça met 3 plombes, ils se trahissent, coup de couteau, machin, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment de la comédie d'époque. Alors, c'est pas du tout ce qui a été fait mieux dans le genre, mais ça prend quand même un temps fou. Et effectivement, tu vois des mecs qui gigotent devant la caméra, puis un carton de temps en temps. Et c'est vrai que du coup, la partie marine, elle est pas non plus prépondérante dans le film. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a plein de péripéties. Ouais. Et c'est vrai que les plans marins, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il n'y en a pas tant que ça, et c'est même un peu abusé parce qu'il y a certains plans marins qui sont vraiment très longs en fait. Tu sens que les mecs avaient une caméra, ils l'ont mis sous l'eau, ils se sont dit bon bah vu qu'on est là maintenant, on a filmé des algues, les gars. Autant filmer pendant. Non mais ils montrent, c'est quasiment. Il y a la première séquence, c'est quasiment un petit documentaire où tu vois des poissons tropicaux, des choses comme ça. Ils prennent vraiment le temps de montrer du sous-marin, quoi. Bah, il faut pas oublier quand même que, je le disais tout à l'heure, le cinéma à la base est un art forain et que les gens venaient aussi voir des phénomènes de foire. Donc moi je trouve ces plans longs plutôt agréables et assez contemplatifs. Ils sont là à regarder les marins, on dirait le commandant Cousteau quoi, un petit peu ces mondes du silence. Et je trouve que ces plans sont plutôt sympas effectivement. Les bagarres un peu burlesques, slapstick sur l'île sont un peu... C'est pas ce qu'il y a de mieux, ouais. Voilà, disons très très mal vieilli. Voilà. Une petite curiosité, comme voilà. on disait. Ça sort le 7 juillet en Blu-ray, ça doit coûter 25 ou 30 balles et ça mérite quand même, je crois, pour l'expérience. Et pour le côté historique et pour du cinéma. pour le côté historique de jeter un œil au film de Stuart Patton. Et fabriquez vous-même votre outil machine à emmener des caméras sous l'eau. Ah non, du coup, on a déjà... Tu penses que maintenant... Tu mets une GoPro dans l'eau, les mecs font le film, tu vois, ou tu fous les derniers Tu mets ton iPhone, il résiste. T'en fous, hein. La technologie a changé. Ouais, voilà. Putain. Il y a pas un petit monsieur qui s'appelait David Fincher qui devait faire un 20 minutes souvenir. Remue pas le couteau dans la plaie, enfin. On rêve encore la nuit. On va passer des abysses et de l'eau au sable du désert. Ah, c'est beau. Puisque nous allons parler des jours de sable, Stéphane. Alors, c'est pas tout à fait les sables du désert, puisque à l'origine. Désert américain, si on veut. Voilà. Alors, justement, c'est pas un désert, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que dans le film, ça ressemble à un film. La mise en scène est très cinématographique. C'est les plaines du Midwest, je crois que ça se passe en Oklahoma, qui sont justement des plaines qui étaient verdoyantes fut un temps. Des terres très fertiles, agricoles, et qui, à force d'exploitation, de surexploitation, et puis aussi lié à un certain nombre d'événements climatiques de plusieurs années de sécheresse, on fait que ces terres se sont transformées effectivement en une espèce de désert balayé par les vents et les tempêtes de sable, ce qui fait que le sable s'immisce partout, dans les maisons, dans l'intimité des gens aussi, et il rend les gens fous, ce qui fait que les habitants de ces régions s'en vont. Et donc c'est l'histoire vraie d'une agence, disons que ça mêle à la fois l'histoire vraie de cette agence qui s'appelait la Farm Security Administration,
qui était une agence créée par Roosevelt à l'époque du New Deal, après la Grande Dépression, et qui avait entrepris de documenter la vie des fermiers qui souffraient de la Grande Dépression, justement, pour justement alerter l'opinion publique sur les difficultés qu'ils rencontraient. Et pour documenter ces conditions de vie très difficiles, ils avaient envoyé un certain nombre de photographes, et parmi eux des très grands photographes comme Walker Evans, comme Dorothy Lange. Et donc cette autrice, je crois néerlandaise, Aimée de Jong, a inventé un photographe, un personnage de photographe qui est envoyé donc par cette agence qui a vraiment existé sur les lieux pour raconter à travers son reportage photographique la terrible épreuve que subissent les habitants de cette région. Ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y a une réflexion aussi sur ce qu'est la photo et ce qu'est le cadre. Et il y a des planches qui sont très belles où le photographe commence à s'interroger sur son travail et sur la mise en scène qu'il fait dans ses photos, et il se dit qu'en fait cette mise en scène, il commence à s'interroger sur le côté mensonger de ces mises en scène, parce que forcément quand on choisit un cadre, et ça Godard l'a dit 1000 fois mieux que moi, chaque cadre est politique, on choisit de montrer quelque chose et pas une autre. Et donc il y a des cases qui sont très belles, qui je crois sont d'ailleurs des planches entières, où le photographe ou la dessinatrice montre la photo inscrite dans le cadre plus général. Et donc on voit justement les choix de mise en scène du photographe. Donc c'est vraiment une réflexion sur la photographie, mais aussi sur la bande dessinée, puisque la bande dessinée aussi, c'est une case, c'est un cadre, et on choisit de montrer certaines choses et pas d'autres, et de mettre en scène. Et donc je trouve que il y a une mise en abîme comme ça du médium graphique, de la bande dessinée et de la photographie, que je trouve vraiment assez fascinante. Et dans un récit qui est éminemment triste aussi, puisqu'on est après la Grande Dépression. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en s'avançant dans ces grandes étendues de plus en plus désertiques, frappées par des orages de sable, etc., le héros, en fait, découvre la plus grande misère humaine possible. Ces gens qui sont quasiment enfouis d'ailleurs par le sable, etc. Et voilà, il y a un truc qui touche jusqu'à la fin, et l'auteur arrive à ne pas céder à quelque chose de trop joyeux, un final trop optimiste, etc. Ça nous enfonce vraiment jusqu'au bout. C'est quelque chose d'assez... voilà, l'État américain au début des années 30 qui était quelque chose d'assez triste, quoi. Moi, j'ai trouvé que l'autrice aussi s'amusait beaucoup avec... ça m'a vraiment frappé quand j'ai ouvert les premières pages. C'est ce côté, en fait, finalement... elle va représenter presque des photographies. Chaque case va être une photographie, et je trouve qu'il y a une vraie composition de l'image qui est vraiment photographique par rapport à une BD un peu plus classique, même si évidemment, comme tu disais, il y a toujours ce choix du cadre comme ça. Mais c'est assez émouvant et très très beau visuellement. Et très lisible. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas du tout une recherche esthétique complexe. On est sur une bande dessinée qui est très très facile à lire, parce que c'est finalement assez clair quelque part. Oui, c'est un style graphique très classique, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, parce que moi c'est un style que j'adore, hein. C'est clair que si tu n'en avais pas parlé, j'aurais sûrement fini par l'acheter juste par la couverture et le sujet. Ouais, mais moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour faire simple. Pardon Marc de te couper en plein repas. Non, mais je mangeais une petite tartine au pesto. Je trouve aussi que le récit finit par être très émouvant, en fait, parce que au début c'est un témoin, et puis il devient pas acteur, mais il s'implique un peu dans la vie locale, en tout cas dans les personnages, et il a une relation touchante avec une jeune fille qui moi m'a vraiment ému, et je me suis fait laisser avoir par leur histoire qui est pas du tout le cœur du récit, même si ça fait partie du dernier acte.
je me suis laissé emporter par cette petite histoire et ça m'a vraiment touché. Je trouve ça un super récit. Et puis je connaissais pas du tout cette histoire de voilà, un État qui s'est retrouvé dans le désert. Et je crois que c'est pas un spoiler de dire que ils expliquent à la fin de la BD que la pluie revient en fait et que c'est plus du tout comme ça maintenant, puisque voilà, à un moment donné, c'est remis à pleuvoir et que la végétation a repoussé, la poussière s'est arrêtée d'envahir partout et la situation s'est améliorée. Mais ça peut revenir. Voilà, ça revient, hein. Ils disent quand même aussi que ces phénomènes, avec le réchauffement climatique, commencent à se reproduire dans cette région, même s'ils ont appris un certain nombre de techniques agricoles qui permettent d'éviter ces tempêtes de sable et cette désertification d'une terre qui est plutôt fertile. Oui, plus le fait que la modernité va permettre maintenant de mieux se calfeutrer, de faire gaffe à ce que le sable rentre pas partout, et si ça devait se reproduire, ce serait sans doute beaucoup moins difficile qu'à l'époque, quoi. Mais surtout, moi, si ceux qui nous écoutent sont intéressés, moi, ça m'a fait un peu penser, dans un style évidemment tout à fait opposé, un peu à Fargo. Et si vous remplacez la neige des États du Nord américain par cette étendue de sable et ces tempêtes-là, c'est un peu les mêmes questions d'étendue désertique, de héros seuls face à l'adversité. Et c'est un peu la même dramaturgie aussi. Notamment, il passe voir différentes familles, donc il a différentes rencontres. Il y a un truc très portrait de l'Amérique, effectivement, même sans parler photographie. Mais il y a moins d'humour quand même, c'est moins drôle que. Oui, il y a moins le côté pince sans rire. Ouais. Moi, j'ai un peu des réserves sur le dénouement qu'on ne dévoilera pas, mais je trouve que c'est un peu dommage, mais c'est une BD très intéressante, encore une fois, sur cette histoire de point de vue qui est aussi des choses qui sont des interrogations qu'on a quand on est journaliste, quand on est reporter. On se pose ce genre de questions, on se dit jusqu'où va mon travail, à partir de quel moment est-ce que je m'implique personnellement ou pas. Moi, je voudrais juste dire que ces photos, on peut les retrouver. Il y a un très beau livre qui est édité, je crois, aux éditions de La Martinière, parce qu'il y avait une très belle exposition de ces photos à Paris, au musée du Jeu de Paume, il y a une dizaine d'années. Et donc, ceux qui ont aimé la BD et qui veulent aller plus loin pourront se procurer ce très beau catalogue de l'exposition où on retrouve toutes ces photos incroyables, notamment cette photo qu'on pourra peut-être mettre sur le site, je sais pas, de Dorothy Lange, où on voit cette mère aux yeux clairs avec ses deux enfants et un air un peu comme ça habité et désespéré. Donc Cristal 2023 au Festival d'Annecy. Si un jour ça devait être adapté, je pense qu'il faut plus que. Non, mais peut-être qu'à Angoulême. Angoulême, voilà. il y a quelque Alors chose. c'est peut-être un poil trop classique pour Angoulême, qui aime bien les BD très expérimentales, mais. Et du coup, c'est dispo chez Dargo et c'est 29,99. Ouais, 30 mais euros. C'est un petit peu avec. Pour quasiment 300 pages, ouais. Donc et comme les librairies sont essentielles désormais, n'hésitez pas. C'était la recommandation bande dessinée du mois. On va passer vers une autre épopée américaine, puisqu'on va passer du passé des années 30 à un futur hypothétique. Ah oui, et on va revenir vers les gros monstres aussi. D'anticipation /SF. Transition la plus maladroite de l'épisode. Merci Mathieu. Oui, je voulais parler de Sans un bruit 2 pour la simple et bonne raison que depuis, on a quand même fait quelques podcasts pendant un moment, comme tout le monde, confiné chez soi. Et l'une des réflexions qui revenait à chaque fois, c'était vivement la réouverture des salles. On aime le cinéma et on en a parlé en plus pendant ce podcast. Mais voir des films chez soi, c'est bien évidemment, mais ça remplace jamais l'expérience de la salle. Et je me suis dit que ce serait bien de trouver un film qui synthétise un peu l'expérience de la salle et le besoin de voir des films au cinéma. Et l'année qui vient de s'écouler aussi. Oui, un petit peu aussi, oui. Surtout que c'est un film que certains autour de cette table avaient vu, enfin quelqu'un autour de cette table avait vu il y a un an, juste avant que ça dégénère, donc voilà. C'est le dernier film que j'ai vu en salle avant le reconfinement. Le premier confinement de mars 2020. En projection presse, évidemment, parce que le film, merci Paramount, ils n'ont pas cédé aux alertes de la SVOD et ils ont réussi à le maintenir pour une sortie salle. Et alors j'ai vu plein de films depuis la réouverture, c'est pas du tout le meilleur film que j'ai vu depuis la réouverture, mais pourquoi je voulais parler de ce film-là? Parce qu'à mon sens, justement, il synthétise particulièrement l'expérience de la salle et l'expérience du cinéma américain de divertissement, même si c'est un peu un gros mot, en tout cas du cinéma d'exploitation,
dans ce que ça a de bien. Alors on va resituer les choses, c'est évidemment la suite de Sans un bruit qui était sorti en 2018, qui avait été un succès un peu surprise parce que c'est pas un gros film à la base. Sans un bruit, ça avait coûté 17 millions, même si c'était produit par monsieur Michael Bay, et c'était réalisé, et c'est toujours réalisé pour la suite, par John Krasinski, que les gens connaissent surtout parce qu'il avait joué Jim, si je dis pas de conneries, dans The Office, et c'est quelqu'un qui a un peu opéré un changement de carrière parce qu'il est passé de comédien un petit peu rigolo à une espèce d'action star un peu américaine. On l'a vu dans 13 Hours chez Michael Bay, on l'a vu dans la série de Jack Ryan. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quelqu'un qui vient pas du tout du cinéma, enfin du spectacle et du cinéma spectaculaire, dans le sens où lui, il le dit lui-même, il aime pas du tout à la base le cinéma d'horreur. Or, Sans un bruit est un film quand même un petit peu d'horreur, puisqu'on rappelle le principe, c'est il y a des météorites qui sont tombées aux États-Unis notamment et tout autour du globe, et il y a des monstres qui en sont sortis, qui ont une faculté, c'est que s'ils entendent un bruit, ils vous foncent dessus et ils vous font passer un sale quart d'heure. Ah, des mecs sympas. Ouais, c'est un espèce de mélange de Venom et de trucs dégueulasses, quoi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ah, enfin une bonne version de Venom. Oui, ça, on va en parler après. Et du coup, on suivait dans le premier film une famille avec John Krasinski en papa, leurs 2 enfants et Emily Blunt qui en plus était enceinte. Pour faire vœu de silence, c'est un petit peu compliqué, et on les retrouve littéralement après une seconde après la fin du premier film, puisque ils ont pris le parti pris de faire une suite directe, même si l'introduction commence par un gros flashback dans un quart d'heure qui vous montre du coup l'arrivée des fameux extraterrestres et le bordel que ça a foutu dans la petite ville où se situe le film. Et le premier film en fait était hyper intéressant parce qu'il avait vraiment ce parti pris tout bête, mais qui je trouve marche particulièrement en ce moment, de dire il faut qu'il n'y ait pas un putain de bruit. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que depuis que je retourne en salle depuis la réouverture, alors je sais pas si c'est juste moi, mais je me retrouve toujours dans des séances où il y a des gens qui parlent. Alors des fois c'est des gens qui parlent ouvertement, des fois c'est des gens qui parlent un petit peu de façon cachée au fond de la salle, mais typiquement le week-end où j'ai vu Sans un bruit 2 le dimanche soir, j'avais vu 9 films, et les 8 films précédents, parce que c'est le dernier que j'ai vu ce week-end-là, j'avais toujours des gens qui parlaient d'une façon ou d'une autre, ça m'a énervé. Et Sans un bruit 2, il y a eu ce truc-là qui a eu lieu aussi avec le premier, c'est que le film a commencé et il y a eu un silence mais de mort dans la salle. Ça marche du feu de Dieu, c'est-à-dire que le principe fonctionne encore sur le public aujourd'hui, ce qui est un peu hallucinant à l'époque des réseaux sociaux, etc. Pourtant, c'était une salle qui était blindée avec des gens de tous les âges, tous les horizons, machin. Et tout de suite, ils se sont pris au jeu. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans Sans un bruit 2, c'est que c'est une franchise qui est extrêmement sous influence. Quand on voit le premier, on y pensait déjà, mais quand on voit le 2, on se dit définitivement que Spielberg aurait dû filer les suites de Jurassic Park à John Krasinski, parce que c'est notamment une des grosses influences. Et dans le premier, il y avait une scène qui faisait évidemment penser à la scène de la cuisine dans Jurassic Park avec les gamins qui se faisaient chasser par les raptors. Dans le deuxième, il y a encore un truc comme ça, parce que c'est des gamins qui se retrouvent enfermés avec des monstres et qui doivent pas faire de bruit pour pas se faire repérer, donc c'est quand même difficile de pas passer derrière tonton. Mais il y a ce truc-là, et en fait, il y a une vraie efficacité à cultiver le thème, à réussir à trouver toujours des nouvelles situations qui font que, oui, en fait, on pense que c'est tout con, hein, on se dit, oui, il faut pas faire de bruit. Mais quand tu es dans un monde dévasté et que tu fais avec ce que tu peux, avec les moyens que tu as sous les mains, et qu'en plus tu dois te déplacer, ce qui n'était pas le cas des personnages dans le premier film, là c'est vraiment devenu un road trip, ils doivent bouger pour pouvoir survivre, sauf que bouger ça implique de faire du bruit, donc ça crée de nouvelles situations. Et le film a vraiment à cultiver ça, et c'est d'autant plus marrant que je pense qu'il a réussi, Krasinski, à prendre en compte des critiques qu'il y avait eu du premier film, notamment le fait, alors moi je trouve que c'était une des idées géniales du premier film, mais que ils sont en post-apocalyptique, donc ils peuvent pas aller à la pharmacie, et ils font des trucs avec madame, et madame se retrouve enceinte, sauf que madame est enceinte, ça veut dire qu'il va y avoir un accouchement, ça va foutre le bordel. On avait vu ça dans le premier film. Et donc là, une des problématiques de cette suite, c'est qu'ils ont un enfant tout jeune qui vient de naître, et on sait que les nouveau-nés, c'est un peu bruyant. Et donc il y a tout un truc autour de ça. Ils trouvent un espèce de caisson où ils l'endorment avec du gaz, etc. Et en fait, ça devient un véritable enjeu du film, c'est comment réussir à garder un nouveau-né silencieux, alors qu'il menace à chaque instant de tomber un truc un peu moche sur la tête. Il y a plein de petits trucs comme ça en fait qui sont assez intéressants, et en plus le film a je pense une bonne idée. A priori c'est ce qui a drivé l'existence de cette suite, c'est de vraiment définitivement céder le grand rôle aux enfants. C'est-à-dire que les deux pré-ados, même si là ils ont pris 2-3 ans dans la tronche et ça se voit dès le début du film, mais les deux enfants du premier film deviennent plus ou moins les héros, enfin notamment celle qui est sourde et muette, et c'est assez c'est con parce que tout de suite je trouve que ça crée beaucoup d'empathie, parce qu'en plus il y a vraiment ce truc dans cette franchise qui dès la première scène du premier film était acté, c'est que c'est une franchise qui ne retient pas ses coups et qui n'a pas peur de faire tomber des personnages d'un moment à l'autre, et où la moindre erreur peut être fatale. Et c'est moins une hécatombe que dans le premier, mais il y a quand même des moments où tu te dis il va pas le faire,
certain s'il le fait. Et les personnages en prennent quand même plein la gueule pendant tout le film, ce qui du coup décuple aussi l'attachement que tu peux avoir pour eux. D'autant plus que là, dans ce film-là, l'un des nouveaux arrivés, c'est Cillian Murphy, et qui est quand même une bête d'acteur, et en plus on a l'impression de le retrouver un peu dans son personnage de 28 jours plus tard, donc personnellement ça me fait beaucoup plaisir. Bon voilà, c'est un petit plaisir de geek un peu débile, mais il est un peu dans ce registre-là et il le joue toujours très bien. Et en fait voilà, je voulais parler de ce film-là parce que vraiment j'ai vécu la séance que t'espères quand tu vas voir un gros film entre guillemets. Bon, celui-là a coûté 60 millions, donc c'est quand même 3 fois le budget du premier, et ça se voit dès la scène d'intro, mais quand tu vas voir un gros entre guillemets spectacle, alors ça pourrait être de n'importe quelle nationalité, mais c'est les Américains qui sont les premiers sur le créneau, et où tu veux juste passer un moment en étant proche des personnages, avoir peur pour eux, etc. Et où tu as vraiment ce plaisir de l'exploitation bien faite, où les mecs savent ce qu'ils valent, ce qu'ils doivent faire, et ils le font sans se prendre pour plus que ça n'est. Et où finalement j'ai passé 1h30 dans une salle où les gens étaient crispés sur leur siège, où il y avait 3 mecs qui avaient acheté du popcorn et ils se sentaient comme des cons et ils étaient là je peux pas parler, et ça m'a fait beaucoup rire. Et en plus il y a un des trucs qui était reproché au premier film, c'est que oui il parle, et puis il y a des moments il y a de la musique, etc. Et notamment la musique des 2 films, c'est Marco Beltrami, et la musique du 2 est absolument incroyable. Donc c'est marrant de noter la musique dans un film qui s'appelle Sans un bruit, mais comme quoi c'est possible. Et non, vraiment, il y a eu ce truc je suis ressorti de la salle et on était 4-5 et on s'est tous dit. La musique, c'est pas du bruit. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup mieux que ça. Mais on est tous sortis en se disant, on n'a pas vu le film passer, on était à fond dedans, on a vécu le truc à fond, et tu termines, bon, évidemment, ça s'ouvre sur une suite, surtout qu'en plus, on sait déjà qu'il va y avoir un spin-off réalisé par, aidez-moi, le mec qui a fait Take Shelter, dont j'ai oublié le nom. Jeff Nichols, oui, qui va faire un spin-off apparemment sur une autre famille, donc comme quoi la franchise est un peu en train de grossir, et a priori, le parcours de cette famille-là se terminera dans un 3e film. C'est de celle qu'on suit dans les 2 premiers. Mais il y a vraiment ce truc de cinéma américain super calibré, mais qui fonctionne, et à une heure où, alors oui, on a vu plein de blockbusters en confinement, mais ça fait comme 2-3 ans, même un peu plus, qu'on se tape des franchises et des machins et des trucs, des Marvel et des revivals, et où tu ressors des Fast 9. Bon, on l'a pas encore vu, mais bon, c'est mal pareil. Mais des trucs qui coûtent des sommes absolument monstrueuses, et où tu ressens, tu te dis, j'ai rien vu de nouveau, et je me suis fait un peu chier, et ça a pas honoré son contrat de juste rentabiliser mes 10 balles de place. Et là, il y a eu ça, quoi. Et les deux, que ce soit le premier film ou que ce soit le second, à chaque fois je l'ai vu dans une salle qui était à 350% dans le film, et je me suis dit voilà, le cinéma quelque part, on parlait vachement de l'aspect forain et de l'origine du cinéma, c'est con, mais un truc comme Sans un bruit qui mine de rien a pas l'air de payer plus de mine que ça, renoue avec ça, et je trouve que ça fait plaisir. Et t'aurais pas eu cette sensation chez toi? Je l'aurais eu à 1 ou 2, quoi. Peut-être que mon chat s'y serait mis aussi, mais c'est quand même nettement plus sympa quand il y a 150 personnes qui sont crispées, quoi. Il y avait un plaisir collectif. Ouais, c'est ça. C'est que vraiment tu sentais que les gens étaient à fond dedans, et que quand il y avait un truc qui faisait marrer un mec dans la salle, ça faisait marrer toute la salle de bon cœur, et que quand ça faisait flipper, tu sentais que les gens étaient là. C'est la même chose pour Luca. Hein. T'entends les gens qui grincent derrière toi, etc., quoi. Et il y a un petit rapport aussi avec des séquences sous l'eau aussi, d'ailleurs. Oui. Qui peuvent faire. Voilà, je sais pas s'ils mangent des bolognaises dans Sans un bruit 2, mais ils peuvent changer. Pesto génois, rien à voir. Du pesto américain. Des patates. Mais non, moi je te rejoins. Je te rejoins un peu sur ce film qui est pas non plus la claque du siècle, mais que j'ai trouvé assez plaisant malgré quelques péripéties navrantes, en mode on se sépare pour explorer les étages tout seul. Ça fait le sel de ce genre de film. C'est vrai qu'il y a des trucs dans le scénario un peu con, mais tu passes l'éponge assez facilement. Mais la plupart des séquences sont quand même. Enfin, après, il fait un setup pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand le personnage monte dans l'étage tout seul, il va se passer un truc, j'ai pas envie qu'il se passe un truc. Et est-ce que, comme moi, quand tu es sorti de la salle, quand tu es rentré chez toi, t'étais pas trop rassuré, tu regardes dans la rue s'il n'y avait pas un monstre écoute, je sais que Venom n'existe, oui, parce que du coup les monstres ressemblent à Venom, mais ça on sait depuis le premier, et je sais que ça n'existe pas pour de vrai, alors sauf si t'as des voisins chelous, mais c'est pas mon cas. Mais des voisins chelous, Mathieu. Peut-être. Mais moi ça m'est arrivé ça, mais pour le film The Host. Non, mais voilà, The Host. On est sorti de la salle avec ma chère et tendre, et on n'était pas fiers, et on se retournait de temps en temps. Vous évitiez les plaques d'égout dans la rue. Ça. Et et moi ce que je trouve plaisant, c'est que c'est aussi une franchise qui est tenue par un seul homme quasiment, enfin en tout cas par un couple, hein. C'est-à-dire que John Krasinski derrière la caméra, au scénario, etc., et Emily Blunt devant. Même si Emily Blunt a un rôle un peu secondaire sur, elle a ses séquences d'action tout à fait honorables, mais c'est plutôt effectivement les enfants. Dans le second, ouais. Mais ce que je trouve plaisant, c'est que ça redémarre dans la seconde où on les a laissés, et que ça tient compte des éléments du premier. Il y a un vrai truc cohérent, et moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu cohérent là-dessus, parce que par exemple les armes qui sont trouvées dans le premier sont utilisées dans le deuxième, etc. Il y a vraiment une montée en puissance et une construction qui fait que...
le clou qui dépasse des marges d'escalier. Oui. Du coup, dans une des premières séquences, elle refait le tour de la maison. On va pas dire pourquoi ou qu'est-ce, mais et donc on retrouve les pièges qu'ils avaient mis à la fin du premier film. Et il y a un truc très satisfaisant de se dire, enfin des gens qui réfléchissent un peu à ce qu'ils font. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans l'année Covid, puisque le film devait sortir il y a 1 an, mais j'espère qu'ils ont avancé un peu pour tourner rapidement la suite. Ça a bien marché. Et j'ai pas trop l'effet sériel. C'est-à-dire que d'habitude, sur ce genre de choses, je me dis, ils auraient pu le faire en série et faire 10 épisodes, ça aurait été très bien. Là, j'ai quand même la sensation que Krasinski fait un peu l'effort pour que chaque séquence compte et qu'on ait des trucs assez carrés, et y compris dans les effets spéciaux. On fait pas les marioles quand les créatures arrivent, c'est quand même assez. Oui, et puis il y a aussi le truc de pas juste faire une suite pour faire une suite qui reprend les éléments du premier et qui ajoute pas tant de choses que ça, parce que typiquement on a évoqué la scène d'intro, donc l'arrivée des monstres sur Terre, mais là où clairement tu vois que Krasinski il fait un peu monter son jeu, il gonfle les muscles et tout, mais il y a ce truc de voilà, maintenant je sais un peu mettre en scène et je vais vraiment essayer de faire une grosse scène d'action où il y a plein de personnages, alors que le premier film c'était toujours des petits groupes, et voilà, c'est le côté le plus spectaculaire du film, c'est comment une ville entière, enfin un village entier se retrouve confronté à des monstres qui explosent tout. Mais c'est intelligemment fait. Il y a en plus ce principe de vraiment essayer de faire des plans séquences où tu suis les personnages en bagnole et c'est le carnage autour d'eux, et ça rappelle un peu aussi Spielberg sur ce qu'il faisait dans La Guerre des Mondes, et c'est très plaisant de voir un cinéaste qui assume ses influences et qui cherche pas notamment à tout révolutionner, mais qui cherche juste à faire les choses bien sans vouloir être un petit malin qui va essayer de faire des petits trucs un peu débiles. Après, c'est vrai que dans son univers, quand tu fouilles un peu, il y a des choses qui fonctionnent pas. Typiquement, il y a un passage où il passe dans un champ de cigales, et évidemment les cigales ça fait un bruit pas possible, et tu dis les monstres sont pas sensibles aux cigales, c'est pas grave. Il y a des petits trucs un peu débiles comme ça, tu peux gratter un petit peu dans le film, mais globalement, comme il est je pense que la grande réussite, c'est qu'en fait, il a bien écrit ses personnages dès le début, et comme t'es très proche d'eux, t'as tout le temps peur pour eux, du coup, tu passes l'éponge sur des trucs un peu débiles, quoi. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous, je l'ai vu il y a longtemps, donc je me rappelle pas de tout, je l'ai vu. Il l'a vu dans le monde juste d'avant. après 20 milieux sur les mers. Dans le monde d'avant, il y a 1 an et demi. Non, moi, je garde vachement en tête la scène d'intro. Je me rappelle d'un truc vraiment très très solide, avec de belles idées de mise en scène et une intelligence, puisque comme tu dis, notamment dans la scène d'intro, il retourne dans la pharmacie qu'il visite dans le premier film. Ouais. Dans le premier film, il est désaffecté. Ouais. Là, il y a le vendeur, il y a tout le truc, et ça fonctionne bien. Et moi, ce que j'ai vachement apprécié aussi, déjà, j'aime vachement la manière très Spielbergienne de mise en scène de Krasinski, mais je trouve que il aurait pu décider de tout faire péter et de dire non, le premier a marché, du coup le deuxième je vais faire un Independence Day-like, on va voir les créatures dans le monde entier, et on va voir une invasion mondiale, et pas du tout. Il reste vraiment sur sa famille, sur leur parcours à eux, sur un tout petit bout des États-Unis. Alors effectivement, la scène d'intro augmente un peu le truc, et il y a, vu que c'est un road trip, il y a un peu plus de rencontres, et du coup il y a un peu plus de personnages, mais il reste dans cette notion de petite échelle, et moi j'ai trouvé ça vachement humble de sa part de pas chercher à tout faire péter et de se dire non, c'est bon, ça marche, je vais faire un blockbuster à 200 millions. Et même pour les créatures d'ailleurs, il arrive à incarner vraiment l'ennemi ultime du film, c'est-à-dire que par exemple il y a des séquences où on comprend qu'elles ont des limites aussi, c'est pas comme les blockbusters actuels où il y a un déferlement d'effets visuels, et voilà. Là je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus concret en fait, et c'est assez satisfaisant. Donc voilà, je me suis dit que si vous vouliez aller au cinéma, passer un bon moment. Alors déjà, vous pouvez voir le premier film, d'autant plus que maintenant il est disponible sur Amazon Prime Vidéo, et le 2 est toujours en salle. Donc si vous voulez faire une bonne séance du dimanche soir, mais où vous allez vraiment rentabiliser votre billet de cinéma, vous pouvez y aller les yeux fermés. Personne ne mangera ses pop-corn. Ouais, par contre, ne prenez pas de pop-corn, c'est une énorme connerie pour aller voir ce film. Pas de bruit, rien. Un masque. Voilà. C'est une bonne idée de mettre des aliens mangeurs d'hommes pour les films. C'est pour éviter que les gens parlent et mangent des pop-corn. Moi, je trouve, je vote. Faudrait les faire rôder dans la salle aussi. Ça nous arrangerait. Et on va passer du cinéma à Netflix. Ouais, c'est beau. Puisqu'on a notre quart d'heure Netflix. Absolument, ouais. Bon, c'est pas tout à fait un quart d'heure Netflix. Alors ouais, moi je voulais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Three Identical Strangers, donc les 3 étrangers identiques. Et donc c'est un documentaire réalisé par Tim Wardle, qui est un petit peu vieux, enfin un vieux entre guillemets, parce qu'il a eu le prix du jury du storytelling à Sundance, et il est sorti en fait aux États-Unis en 2018. Donc ça, pas très vieux, mais qui est seulement disponible maintenant en France sur Netflix. Et en fait, pour la petite histoire, moi j'avais juste vu passer quelques tweets de gens qui disaient « Ah, ça y est, ce documentaire est dispo sur Netflix, je vais enfin pouvoir le mater, trop bien ». Et puis je regarde dans les réponses et je vois des gens qui disent « Ah, mais c'est génial, c'est absolument incroyable ce documentaire, c'est trop bien ». Donc
On l'a lancé sans trop savoir de quoi se parlait. Et en fait, c'est un docu qui commence plutôt bien, c'est plutôt fun, assez intriguant. Il y a un mec qui apparaît et qui dit si j'étais pas impliqué dans cette histoire, en fait, j'y croirais pas. Alors, on regarde ça un peu sans rien savoir. Et là, moi, j'étais en mode vas-y, balance-moi du fait d'entrer l'accusé, des trucs un peu paranormaux. J'étais un peu chaud, quoi. Et franchement, je pense que je m'attendais pas à un tel niveau de glauque dans cette histoire. Donc ça commence plutôt bien. C'est un gars qui a 18 ans, qui arrive au lycée, et donc c'est un documentaire, hein, et il est nouveau dans ce lycée, et tout le monde se retourne vers lui, ils lui font des checks. Hey Eddie, comment ça va? Ça fait longtemps, trop cool de te revoir, super. Ah mais t'es là, génial, trop cool. Et en fait, le gars, il s'appelle pas du tout Eddie, et il s'appelle Bobby. Et donc là, il va un petit peu mener son enquête, et il y a un mec qui vient le voir et dit mais attends, viens avec moi, monte dans ma caisse et je vais te montrer quelque chose. Donc ce Bobby monte dans sa caisse, ce mec, un étudiant assez random, prend la voiture et il sonne chez quelqu'un, et en fait ce Bobby tombe face à face avec son jumeau. Ils ont 18 ans et ils se sont jamais vus, ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient un jumeau. Donc évidemment, truc de ouf, hein, vous imaginez quoi, vous voyez, vous allez sonner chez quelqu'un et paf, c'est la fin du film. Pas du tout. Non, pas du tout. Et donc là, bon, il y a un petit quart d'heure qui se passe, ils font la une des journaux un peu de la presse régionale, des choses comme ça, locaux. Et puis un mois plus tard, il y a un mec qui appelle et qui lui dit en fait, vous n'êtes pas des jumeaux, les gars, vous êtes des triplés. Et là, on part dans un espèce de un petit conte de fées avec 3 triplés qui se retrouvent 18 ans après, un petit peu. Alors c'est une série obscure, je sais pas si vous avez la ref, une série qui s'appelle Sister Sister, qui passait sur Canal J entre des jumelles qui se retrouvaient beaucoup plus tard. C'est ta génération, ça. Oui, absolument, c'est ma génération. C'est pour ça que je regardais Jean-Victor pour voir s'il connaissait. C'était la nuit ou sur Canal J? Non, ouais, c'est ça. Et il y a ce côté où voilà, ils deviennent des grosses stars en fait, ils apparaissent dans un film de Madonna, ils font le tour des talk shows, ils rachètent même un resto et là ils se font un paquet de blé absolument incroyable. Bon, jusque là tout va bien, et un jour en fait, c'est à peu près la moitié du documentaire, ils s'engueulent sur la gestion du resto et là ça part en couille. Et donc en fait, il y a les parents qui, parallèlement à ça, commencent à mener l'enquête sur ce centre d'adoption. Et donc, ils vont voir le centre d'adoption, qui est donc un vrai centre qui existe aux États-Unis. Et ils vont voir le centre et ils vont un peu leur demander ce qui se passe. Et un des parents, ils discutent, ils disent oui, voilà, ils étaient séparés à la naissance. Maintenant, c'est super, ils sont réglés, voilà, tout va bien. Et il y a un des parents qui était là, qui a oublié son parapluie, et qui re-rentre ensuite dans la salle de réunion pour récupérer le parapluie. Et là, en fait, ils sont en train de voir tous les gens de l'adoption en train de sabrer le champagne. Et là, ils se disent, il y a quelque chose de vraiment louche. Et ensuite, on va, pendant 45 minutes, rentrer dans le de plus en plus glauque et comprendre pourquoi est-ce que ces jumeaux ont été séparés à la naissance. C'est triplé. C'est triplé, pardon, absolument. Ont été séparés à la naissance. Et sans spoiler, c'est très difficile quand même de ne pas spoiler. Je pense qu'à un moment, on va quand même finir par spoiler. Et finalement révéler une espèce d'histoire un petit peu comme quand les nazis faisaient des expérimentations sur les enfants, des choses comme ça, et on tombe vraiment dans du glauquissime pour une fin qui est pas du tout joyeuse, malheureusement. Oui, c'est ça, c'est que le film commence comme une comédie, finit comme un drame, mais surtout ça fait partie de ces documentaires que moi j'ai vus sur Netflix qui sont éminemment anxiogène, c'est-à-dire que quand on découvre que ce genre de truc a vraiment existé, on se demande vraiment ce qui se passe sur Terre, quoi. C'est comme le documentaire sur les chatouilles que je vous encourage à regarder, qui démarre comme une vaste blague sur les chatouilles et qui finit comme un truc extrêmement glauque. Et là, Three Identical Strangers, ce qui est assez fascinant, c'est que vraiment,
il y a le côté fait divers, ils sont devenus connus au niveau national. Enfin, il y a un truc. T'as le conte de fées du début, ouais. Ouais, mais t'as un truc très conte de fées et tu te dis, c'est extraordinaire. La vérité qui est derrière ce fait-là est quand même assez odieuse. Oui, c'est horrible. Et montre aussi un peu l'impuissance qu'on peut avoir face à ça. Enfin, il y a un truc qui est voilà, mais je peux pas trop en dire parce que je pense qu'on peut ouvrir une page spoiler. Et donc, si les personnes qui nous écoutent ont envie de découvrir ce documentaire sans spoiler, regardez le chapitrage et passez au sujet suivant. Mais en fait, du coup, on découvre qu'en fait, c'est un docteur qui a fait des expérimentations et des études sur l'humain. Un sociologue. Qui a séparé volontairement des triplés à la naissance pour voir en fait ce qui était un petit peu, faire une étude sur l'inné et l'acquis. Et au-delà de ça, en fait, on va finir par se rendre compte que non seulement il va faire cette étude sur l'inné et l'acquis, mais en plus on se rend compte que c'est tous les triplés, parce qu'ils ne sont pas seulement tous les trois. Il y a des jumeaux, ils retrouvent 8 à 10 personnes. Et il y aurait a priori un peu plus que ça, mais bon, c'est des études qui n'ont jamais été révélées. Et en fait, on va se rendre compte que les parents de ces personnes-là, de ces jumeaux, avaient des problèmes psychologiques, souffraient de dépression, voire plus grave. Et du coup, on se rend compte en fait que ce sociologue était une pourriture, hein, on peut le dire, je pense, et menait des enquêtes absolument glauquissimes sur des enfants comme ça qui n'avaient pas lieu d'être, quoi. Et sous couvert de l'adoption, il raconte aussi les deux qui ont survécu, puisque le troisième frère s'est suicidé dans les années 90. Et il raconte qu'en fait, ils se sont souvenus un peu tard qu'en fait, il y avait des médecins qui venaient les voir tous les ans en leur posant des questions, etc. Et qu'ils avaient été placés dans des familles de niveau social différents. Et que du coup, voilà, toute l'étude portait là-dessus. Et ils se sont rappelés qu'en fait, oui, c'est marrant, c'est bizarre ce monsieur en blouse qui venait tous les ans me poser 3 questions et prendre des photos, quoi. C'était pas le Père Noël. Hein, après, je trouve que c'est intéressant ce que ça pose comme question sur justement le côté inné et acquis. Qu'est-ce qu'on a vraiment nous. Ils se ressemblent beaucoup quand même, les frères. Ouais, physiquement. Hein. Moi, je trouve que c'est un documentaire effectivement assez saisissant. Moi, j'ai toujours du mal avec ces documentaires sur Netflix notamment. Je trouve qu'ils font des choix de documentaires très grand spectacle, très grandiloquent. Le côté conte de fées au début est tellement surfait qui est vraiment un peu pénible. C'est bon, ok, on a compris. Et notamment, on a l'impression que les témoins, on parlait du témoignage tout à l'heure, on a l'impression que les témoins jouent. On leur demande de jouer presque la comédie. Ils prennent des airs ahuris quand ils découvrent le poteau rose, des airs émerveillés quand ils découvrent. La caméra s'arrête, reste des secondes après, ils montrent avec bien des silences appuyés. Ouais. Enfin, c'est quand même une mise en scène très très lourdingue. C'est un peu gros sabot, ça, voilà, c'est sûr. C'est des gros sabots, exactement. Après, l'histoire est absolument dingue. Je trouve que le documentaire est un peu malhonnête parce qu'effectivement, il te fait penser qu'il te désigne en fait des méchants. Bon. Et en même temps, il te fait comprendre aussi que c'est pas aussi simple. Parce qu'à l'époque, la façon de penser n'était pas la même. Oui, bah ça c'est sûr. Oui, donc, effectivement, le psychologue séparé des triplés, ça paraît, à la naissance, ça paraît impensable aujourd'hui. Je pense qu'à une autre époque où on faisait beaucoup d'expériences psychologiques, sans comparer avec les nazis, parce que bon, là, franchement, on est dans le point Godwin, hein, carrément. Même si effectivement, il est évoqué pendant le film, bon, parce qu'en plus le psychologue en question est un rescapé de la Shoah. On se pose la question en fait. C'est vrai qu'à un moment, tu le dis, psychologue en question est un rescapé de la Shoah, donc ça serait intéressant de. Je trouve qu'il creuse pas beaucoup sur ce psychologue. C'est dommage parce qu'il y a ce journaliste du New Yorker qui a découvert le fin mot de l'histoire, sans aller au bout du truc, puisque les documents sont classifiés, enfin on n'aura a priori pas de fin mot de l'histoire avant 2066, ouais. Donc bon, on aura largement oublié, y compris Netflix, dans l'histoire. Mais je trouve que voilà, le documentaire a un côté un peu pervers, un peu manipulateur,
que je trouve assez désagréable. Mais maintenant, je trouve qu'à la fin, c'est très intéressant. Comme tu dis, comme beaucoup de documentaires Netflix. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant cette réflexion qu'il y a sur l'inné et sur l'acquis. C'est dommage qu'ils perdent beaucoup de temps à faire ces effets de manches formelles qui sont assez pénibles. Parce que c'est vrai que c'est une histoire dingue et poignante, vraiment ahurissante, quoi. Je vous encourage à regarder juste un tout petit aparté si vous avez aimé ce genre d'histoire un peu familiale, étrange. C'est fun, on a Vous aimez les familles séparées. The Wolfpack, qui est un autre documentaire sur une fratrie à New York qui a vécu enfermée dans un appartement pendant des années et qui a fait son éducation quasiment à travers la télévision et qui a la gonderie un peu à recréer avec des bouts de carton des éléments de film en fait. Et un jour, ils vivaient avec des grands impairs et ils reconstruisaient des décors de ouf de cinéma, de films qu'ils regardaient. Et un jour, le documentaire les suit aussi sortant finalement de leur appartement et c'est pareil, il y a un côté un peu féerique au début, voire un peu et aussi un peu anxiogène, mais la dernière partie au contraire s'ouvre sur le monde et c'est assez intéressant, mais ça fait partie aussi de ces histoires de frères un peu étranges. Mais c'est marrant parce que justement ce que tu disais sur l'aspect sur ce qui est inné et sur ce qu'on ressort de cette expérience de ces gens séparés, c'est presque pervers parce que finalement c'est l'intention de l'expérience à la base et du fait qu'ils aient été séparés à la naissance, c'est de dire est-ce qu'on va voir comment ces frères-là qui vont vivre effectivement dans des strates différentes vont pouvoir être, enfin on va voir ce qu'ils vont avoir en commun et ce qui va être lié. Effectivement, ils ont mis un jumeau dans une famille pauvre, un jumeau dans une famille riche et un jumeau et dans une classe, etc. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est ce qui ressort d'intéressant du documentaire, c'est quelque part le but de l'expérience à la base, qui est une expérience que le documentaire et que les gens condamnent au fur et à mesure, parce que évidemment ça a été fait dans des façons, de façon un peu terrible et secrète. Mais du coup, tu as un truc assez paradoxal où à la fois tu condamnes l'expérience et en même temps ce qui rend le truc le plus intéressant possible sur la fin, une fois que tu comprends le poteau rose, c'est que ça vient, c'est dû à cette fameuse expérience, quoi. Donc il y a un truc très bizarre et en même temps, moi je trouve que le documentaire, une fois que tu as le fameux twist qui est révélé et que tu découvres qu'il y a une agence qui a séparé ces gamins à la naissance pour faire des expériences, je trouve qu'il se met un petit peu à ramer quand même, parce que la dernière demi-heure, bon bah t'as compris le truc et les mecs te disent bon bah, ensuite nos vies ont dégénéré, machin, etc. Et ça retombe un petit peu effectivement dans le côté très américain sur des destins de vie avec le mec qui supportait plus, qui s'est suicidé, etc. Mais je trouve que voilà, la dernière partie rame un peu et en même temps elle a ça de fascinant que ce qui rend le truc le plus intéressant, c'est en même temps ce qui est le plus condamnable parce que ça a été fait pour ça, quoi. Moi je trouve que le film est très intéressant parce qu'il y a des témoignages très riches. Et puis il y a les témoignages des témoignages t'as les deux psychologues. T'as deux des triplés quand même. Voilà, et puis la t'as deux des secrétaire triplés, du psychologue. t'as des psychologues qui ont mené les interviews des enfants au fil des années qui racontent de façon un peu légère, effectivement. Oui, il y a cette la secrétaire voilà. du sociologue. Alors c'est mis en scène, donc on ne sait pas dans quelle mesure. Elle rigole, t'as l'impression qu'elle est assez à l'aise avec ça, et toi t'es derrière ton patron. Hyper chelou, elle, mais c'est peut-être la mise en scène qui m'a fait de ça. Oui. Je me suis dit, mais elle ment à la caméra. Non, mais c'est comme dans Top Chef, on te désigne le candidat éliminé, c'est clair. Oui, mais c'est le principe du documentaire aussi, c'est sûr. Voilà, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y a cette réflexion sur l'inné et l'acquis. Moi, à partir du moment où ils expliquent que l'un d'eux a mis fin à ses jours, tu te dis, bon, un suicide c'est compliqué, tu peux pas résumer un suicide par le fait que le gars, alors certes, c'est terrible de découvrir qu'on a été séparé séparé de ses frères à la naissance, mais tu peux pas un suicide ça a plein de causes différentes. Donc ça c'est pas mal parce qu'ils redisent à la fin quand même que c'est plus compliqué que ça et que c'est pas forcément parce que il a découvert justement sa destinée de bébé qu'il a mis fin à ses jours. Mais je trouve que quand même le film manque d'éclairage, tu vois, de contexte, d'experts ou de psychologues extérieurs à l'affaire qui donnerait un point de vue un peu ce que raconte un peu le journaliste du New Yorker qui a enquêté sur l'affaire. Mais je trouve que ça manque un peu, voilà, au détriment justement d'une mise en scène un peu trop spectaculaire. Je trouve que c'est une réflexion que tu te fais toi-même en fait finalement. Si toi-même c'est vrai que tu as un petit peu ce côté effectivement où tu condamnes cette expérience et où tu dis finalement c'est quand même un peu intéressant. Je vais peut-être moi aussi séparer mes enfants à la naissance. Mais oui, cette réflexion, alors effectivement ça manque un petit peu de psychologue externe, mais en même temps c'est
ça aurait dû être tourné autrement parce que là on rentre vraiment presque dans l'intimité des gens quoi. Très bien. Pour l'ouverture des dossiers en 2066, la suite. Un bon conseil, Netflix voilà. en rentrant du cinéma. Mais c'est vrai que c'est très prenant et tu lâches pas le truc. Hein, peut-être qu'on mange moins de popcorn aussi devant ce type de documentaire. On va rester aux États-Unis pour le dernier sujet de l'émission. On va essayer de redonner un peu de couleur, de joie de vivre. Et de rock and roll. Aux auditeurs avec le dernier album des Black Keys. Black Keys, si vous connaissez, j'espère que vous connaissez, c'est un groupe qui a 20 ans maintenant, qui a été formé à Akron dans l'Ohio et qui est formé de Dan Auerbach à la guitare et au chant et de Patrick Carney à la batterie. Et donc c'est un peu le rock garage à la. Ils se droguent Non, ils ont des tatouages. C'est pas du rock alors. Comment répondre à ça C'est le 10e album Delta Cream, c'est le 10e album du groupe, qui est un groupe éminemment actif, puisqu'en dehors de leur propre composition, ils sont également producteurs pour pas mal de gens. Ils ont fait un album de hip-hop qui s'appelle Black Rock. Donc c'est des gens un peu hyper actifs, à l'image d'un certain Jack White qui a démarré un peu avant eux, mais qui a eu à peu près la même ascension. Alors peut-être que les Black Keys n'ont pas la même renommée totale internationale que White. Ils n'ont pas fait l'hymne de Stade suprême, contrairement à Jack White. Peut-être, mais les Black Keys est un groupe à l'international éminemment puissant, qui a un style de rock qu'on pourrait qualifier d'assez constant, puisqu'au fil des albums, si vous êtes un peu revenu en arrière, on pourrait estimer que d'un album à l'autre, ils ne changent pas grand-chose. Après, ils ont quelques tubes qui rehaussent un peu le niveau. Moi, je suis très très fan de ce qu'ils font. Et le dernier album Delta Cream, en fait, c'est un album de reprise de blues à l'américaine, du bon vieux blues du Mississippi, qu'ils ont voulu aussi bien être un hommage à toute la musique de fond américaine ancestrale que peut-être aussi un album composé pendant l'année Covid, enfin réalisé et produit pendant l'année Covid et qu'ils ont pu tourner dans leur propre studio à Nashville très tranquillement. Et en tout cas, c'est un album aussi surprenant qu'apaisant, puisque du coup, c'est un tout petit peu plus calme que le rock'n'roll. Il y a quelques phases, quelques morceaux où on retrouve un peu leur volonté de rendre tout ça un tout petit peu plus rapide, un petit peu plus nerveux. Mais pour autant, voilà, je voulais juste adresser à ça. C'est sorti le mois dernier, mais c'était une bonne occasion de m'emparer d'un sujet musique aussi. Je le fais assez rarement. Mais voilà, le retour des Black Keys, dont les 2 derniers albums n'étaient pas forcément les plus marquants. On se souvient tous de leur percée au début des années 2010 avec des gros tubes, et là ils changent un peu de style. C'est pas garanti je pense pas qu'ils vont refaire du blues à chaque album, peut-être qu'ils reviendront sur leur lancée précédente pour le prochain, mais voilà, ils sortent un album tous les 2-3 ans en moyenne, et ce serait avec ce style blues assez plaisant, une bonne occasion de les revoir en live aussi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous qui avez un peu écouté. Moi, ça m'a donné envie d'écouter ça dans un bar au plus profond des États-Unis, en train de boire une bière au comptoir avec un mec qui a évidemment la barbe d'un ZZ Top derrière. Mais il y a vraiment ce truc, effectivement, de renouer avec un petit peu les racines du rock'n'roll et de jouer du grass blues avec la guitare qui manque de claquer ses cordes à chaque riff et avec le batteur qui est tranquille derrière. Après, je trouve qu'il y a un petit souci, c'est que c'est assez répétitif, c'est que d'un morceau à l'autre, par moment, t'as pas forcément l'impression d'avoir changé de piste, parce qu'en plus, comme tout est sur un rythme un peu lancinant, c'est quand même le blues un peu d'époque, donc c'est quand même du truc un peu de pépère à la base. Alors c'est très cool de voir ça interprété par des mecs comme ça, mais il y a un côté un peu lancinant, je trouve, qui est un peu répétitif, mais c'est bien parce que c'est du rock chill. Effectivement, c'est du rock que tu peux écouter lors d'un apéro. On pourrait mettre ça au fond d'un apéro, un truc comme ça, et ça passe très bien, quoi. Et puis ça permet, je pense que ça peut infuser quelque chose de nouveau dans leur style. Et effectivement, là c'est des reprises. C'est peut-être un petit peu la déception, c'est voir ces mecs-là qui ont quand même 10 albums dans les pattes. Faire un album de reprise, moi je trouve ça toujours un peu chiant, même si c'est bien, mais peut-être que derrière ça amènera quelque chose de nouveau dans leur carrière et qu'il y aura un renouveau parce qu'ils auront pris leur style à eux, les racines du rock qu'ils ont trouvé ici. Et donc ça peut ouvrir une porte plus intéressante pour l'avenir, quoi. Ouais, surtout que du coup ils ont eu des collaborations sur certains morceaux. Alors je peux citer Kenny Brown, Eric Dayton, que nous on ne connaît absolument pas ici. Mais bien sûr. Mais les fiches d'information. Ah eux, Kenny, mais bien sûr. Ce bon vieux Kenny. Il est pas mort. Ils ont rien fait. Mais il est revenu. Mais non, mais voilà, c'est effectivement ça. Moi je me dis c'est aussi le moment un peu de se diversifier entre guillemets, en tout cas de nous proposer d'autres choses. Je pense pas qu'on sera les derniers à rentrer dans une salle de concert l'année prochaine s'ils passent nous jouer ça entre 2 morceaux un peu plus rock. Ils ont pas annoncé de tournée pour l'instant ? Non.
Je pense pas que grand monde ait annoncé de tourner à part quelques festivals en 2020. Ça arrive là. Des reports de 2021 sur 2022, mais ouais, il n'y a Ouais. pas de. Qui étaient des reports de 2020, donc tout va bien. Bah, Bruce Springsteen a repris ses concerts. Oui, Ouais, à Toi Broadway. aussi, tu es fan de Bruce. Ah oui. comme tous les gens de bon goût en Comme fait. tout le monde, hein. Non, comme tous les gens qui vont à Annecy, pardon. Putain, les fascistes, quoi. Le mec, c'est pas Bruce Springsteen, t'es de merde. Bruce Springsteen qui est remonté sur les planches à Broadway d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Toujours parler de Star Wars ou de Springsteen, c'est important. C'est le créneau des Los. On va remercier Stéphane de nous avoir accompagnés pendant merci à vous. cette émission estivale. On espère que la météo le sera dans les jours prochains. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast également. On a parlé du Festival d'Annecy, on a parlé de Luca qui est disponible sur Disney+, on a parlé de la ressortie en Blu-ray d'un vieux film de 1917, 20 milieux sous les mers, on a parlé de la bande dessinée Jour de sable, disponible chez tous les bons libraires essentiels, on a parlé de Sans un bruit 2 qui est au cinéma, on a parlé de Three Identical Strangers sur Netflix et de Delta Crime, le dernier album des Black Keys. On vous laisse sur cette note Et on se retrouve quelque part dans le mois d'août. Ouais, voilà. et on vous souhaite De bonnes vacances. de d'ici bonnes là. vacances. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.